espèce de voilà, c'est recording. Je sais pas où est-ce qu'il est Valentin maintenant. Bon, Ah bah, il est pas venu, alors attendez. Est-ce qu'il est Valentin? attention. Je peux même mettre le visual effect. Je sais pas, je vais pas le faire. Je vais pas faire ça. Ok. Je pense en plus que le visual effect, ça prend vachement de la RAM, tu vois. Ouais, bah ouais, C'est ça. c'est sûr, c'est comme un vidéo game en permanence. Ouais. Ah, voilà. C'est bon? Ah, voilà, il est là. Voilà. J'ai WhatsApp sur l'ordi, alors ça me prend toujours un peu de temps de transférer Ok. le link. Bah alors, on est bon. Alors, là, on commence à se faire Shalom à l'Israël. Que Dieu soit Shalom avec nous. Aleichem. Donc là, Amen. donc là, on va, je vais rater le lever de soleil à Tel Aviv. Ah Ouais, ouais, non, peut-être qu'on va durer jusqu'au lever du soleil. Hein. C'est pas... Comment On va tenir jusqu'au lever du soleil. Ah, bah, ça, attends. Mais... il reste plus que 3 heures, 4 heures. Ouais, c'est vrai. Vous aurez perdu d'ici la fin. On m'aurait perdu d'ici là. Ouais, donc en fait, donc on est dans l'agma d'Afi Yutret, dans l'agma Yutret Amoudbet, plus ou moins. Et donc en fait, maintenant, on est dans le Tosfot. En fait, dans le Tosfot, niveau Amatzki. Je ne vois pas du tout, je me reconnecte dans une seconde. Okay. C'est bon. Ah, c'est bon. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez, j'espère que tout va bien. Ok, donc en tous les cas, donc on est à la page 18 Bek, Kiddushin, Dafut Khatamut Bet. On est dans le Tosfot, on doit commencer le Tosfot, Kevan chez Pires Talito. Avant ça, évidemment, je vais essayer de répéter un peu la Gemara. Donc, simplement, donc, en fait, le seul point qui nous intéresse pour faire tous les Tosfot, ça veut dire, en fait, ces deux Tosfot que vous voyez, Kevan chez Pires Talito et Rabbi Eliezer Savar, a priori, c'est loin la continuation de l'autre. Et en réalité, donc, en fait, ça va traiter que d'un seul point. Le point, c'est le suivant, c'est qu'on a vu donc il y avait un passouk dans la Torah qui disait, voilà, on l'avait vu, qui disait, donc on va revoir le passouk, Imra'a, si vous voulez, c'est dans Shemot Kafalef Kret, je crois. Imra'a Bene Adoneas. Donc si jamais l'esclave elle est mauvaise aux yeux de son maître, Asher Lo Yeada. Donc je vous mets déjà, faites attention ici au Asher Lo Yeada, ça veut dire pour lequel il avait, on va dire, Yahada, ça veut dire qu'il était destiné. D'accord. Donc, si jamais elle était mauvaise aux yeux de son maître, pour laquelle il se l'était destiné. Donc, ici, je vous dis, faites attention entre le Lo, la Medvav et la Medalef, si vous l'avez le passouk en face de vous. En fait, ça va avoir son importance dans la suite du Tosfot. Ah, la Medvav, la Medalef, on a déjà parlé de ça en plus. Voilà, exactement. Voilà, on a déjà parlé. Ça veut dire, voilà, donc c'est-à-dire que c'est vrai que je ne sais pas ce que je répète le pasouk. Donc, Imra Bene Adonea, si elle est mauvaise aux yeux de. Vous avez le pasouk, hein, vous avez le pasouk. Ouais. Vous avez le verset. Bon, il n'est pas dans le Tosfot. Hein. Non, il n'est pas dans le Tosfot. En fait, tu vois, c'est dans la page. Tu vois, c'est en fait, si tu as une Gemara, tu vois, si tu prends la Gemara, page 18a, et si tu as en fait une Gemara un peu moderne, tu vois, où il y a un truc qui s'appelle Torah Or Hachalem sur le coin, tu vois, sur le côté, dans la marge à côté de la couture, il y a un truc qui doit s'appeler Torah Or Hachalem. Tu vois ça ou pas? Peut-être, cette Gemara, elle est plus ancienne, elle n'a pas. Tu vois, ça dépend si. Ok, c'est pas grave. Je vous écoute, c'est pas grave. Le verset dans Shemot, ok. Non, c'est important d'avoir le verset en face des yeux. C'est important parce que dans le trait à mout bête. Mais là, vous dites qu'il est à mout. Ah ouais, il faut Amoud Aleph, vas-y, tourne la page. Ouais, prends il faut Amoud Aleph et prends, tu vois les commentaires qu'il y a à côté de la couture, il y en a un qui s'appelle, le premier, ça s'appelle Masoret Hachas, c'est pas celui-là. Ensuite, tu vas avoir un truc qui s'appelle Agaot Agra, c'est pas celui-là. Et ensuite, il s'appelle Torah Or Hachalem, c'est celui-là. Ouais. Torah Or Hachalem, tu vas voir le dernier, c'est un petit hé. Tu vois, c'est un moderne, il y a tout le verset dedans. Voilà, il faut ramener le verset. Okay. Et donc, on va voir le verset. Donc, tu vois, c'est Imra'a. Donc, le verset, il est comme ça. Donc, ça parle d'une esclave juive. Et donc, on nous dit là-bas, Imra'a Bene Adonea, si elle est mauvaise aux yeux de son maître, Asher Lo Yeada. Donc, on va lire comme c'est marqué, tu vois, c'est-à-dire comme on le lit avec la Medvav. Ça veut dire, alors qu'il se l'était destiné pour lui-même, Vehevda. Et elle sera, on va dire, rachetée ou libérée.
Les Amnochi, ça veut dire un peuple étranger. Ici, le peuple étranger, on s'en fout. Ça ne veut pas dire un peuple étranger. Ça veut dire à une tierce personne. Lo yimshol le mocha, il n'aura pas le pouvoir de la vendre. Bevik doba. La Bevik doba, on va traduire parce qu'il a, on va dire, parce qu'il a trahi. On va traduire comme ça. Il faut bien choisir une traduction. Bevik doba, parce qu'il a trahi. Donc, on avait vu, donc ça, c'est le verset duquel il est question. Et on avait vu donc dans la Gemara une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva en ce qui concerne la traduction du mot Bigdoba. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, a priori, lui, il avait dit que Kevan, ça veut dire, si on prend la Gemara, Kevan Shipires Talito Alea, puisqu'il a en fait étendu son habit sur elle. Donc, après ça, il n'aurait pas le droit de la vendre. Donc, ça voudrait dire, grosso modo, selon Rabbi Akiva, le sens du verset, c'est le type, il avait acheté l'esclave, il a consacré pour lui, ça veut dire qu'il s'était destiné, il s'est marié avec elle. Ensuite, maintenant, il a divorcé. Et la Torah nous dit, maintenant, elle revient chez son père. Tu vois, on va dire, elle est mineure, elle revient chez son père. Le père, maintenant, il n'a pas le droit de la revendre une deuxième fois. Ça, c'est le chat du Passouk selon Rabbi Akiva. Donc, de là où Rabbi Akiva, donc lui, il va déduire de ce Passouk qu'un homme, il peut vendre sa fille en tant qu'esclave 2 fois d'affilée, mais il n'a pas le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave si jamais elle a été mariée à un moment. Donc, ça, c'est quelqu'un, il a marié sa fille, ou bien qu'il a vendu sa fille en tant qu'esclave et qu'elle a été mariée, qu'ensuite elle a divorcé, il n'a pas le droit de la vendre après qu'elle a été mariée. Donc, ça, c'est Rabbi Akiva, l'opinion de Rabbi Akiva, qui est de dire un homme, il peut vendre sa fille 2 fois d'affilée, mais il ne peut pas la vendre si jamais elle a été mariée avant. Parce qu'il explique Big Doba, ça veut dire parce qu'il y a une choupa. D'accord? Ça, c'est l'explication de Rabbi Akiva. Et maintenant, l'explication de Rabbi Eliezer, la traduction de Rabbi Eliezer, c'était que Bevik Doba, ça ne veut pas dire qu'en réalité, il a mis son habit sur elle et qu'il y avait une choupa, mais ce qui fait qu'en fait, le père, il n'aurait plus le droit de revendre sa fille une deuxième fois, c'est parce qu'il a trahi, et donc ça veut dire que c'est parce qu'il a vendu une première fois. Et donc, selon Rabbi Eliezer, le cas de figure, c'est en fait, selon Rabbi Eliezer, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le père, donc, il a vendu sa fille une première fois. L'acheteur, il se l'était destiné, mais finalement, il n'a pas aimé, puisqu'il a marqué Imra'a Bene Adonea, ça veut dire les mauvaises aux yeux de son maître. Donc, finalement, il l'a pas marié. Il l'a simplement libérée, tu vois, puisqu'il n'a pas voulu se marier avec elle. Et après ça, on nous dit, le père, maintenant, il n'a pas le droit de la revendre une deuxième fois, Bevik Doba, parce qu'il l'a trahi une fois, c'est-à-dire qu'il avait trahi en la vendant une première fois. Donc, selon Rabbi Eliezer, ce que le verset nous apprend, c'est qu'un père, il ne peut pas vendre sa fille 2 fois d'affilée. S'il a vendu sa fille une fois en tant qu'esclave et qu'elle est relibérée pour une raison ou pour une autre, il n'a pas le droit de la revendre une deuxième fois. Donc, selon Rabbi Eliezer, ce qui est interdit, c'est de vendre sa fille en tant qu'esclave 2 fois. Mais par contre, selon Rabbi Eliezer, ça ne serait pas interdit, par exemple, de marier sa fille et si jamais après la fille, elle ressort veuve ou divorcée, de la vendre en tant qu'esclave. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer parce qu'il interprète le verset Bevik Doba parce qu'il l'a trahi. Il a trahi, c'est en la vendant. Donc, ce qui est la cause de l'interdit, c'est la vente. Donc, Rabbi Eliezer, C'est la trahison. Voilà, c'est la trahison. C'est la trahison, c'est la vente qu'il a vendue en tant qu'esclave. Mais selon Rabbi Akiva, c'est voilà, c'est ça. Comme tu as déjà vendu une fois, tu l'as trahi. Parce que le mariage n'est pas considéré comme une vente, c'est juste exactement. comme ça. Parce que voilà, le mariage, c'est pas une trahison, a priori. C'est le mariage gentil. Tu vois, mais c'est la vente en tant qu'esclave. C'est pour ça, à la base, c'est pas une trahison. Si jamais, parce que on a déjà vu à chaque fois que quand il y a une vente d'esclave, il y a une option mariage. Ici, pourquoi c'est considéré comme une trahison? Parce que le maître, il n'a pas voulu se marier avec elle, donc il a libéré, donc maintenant elle est retrouvée sur le carreau, tu vois, ça veut dire. Et donc la Torah, elle te dit, selon Rabbi Eliezer, ok, maintenant, toi, tu ne peux pas la revendre, tu ne peux pas refaire un deuxième essai, c'est terminé, tu vois. Si tu veux, tu la maries directement, mais c'est tout. Ça, c'est selon Rabbi Eliezer, ça veut dire que tu ne peux pas vendre ta fille en tant qu'esclave 2 fois d'affilée. Selon Rabbi Akiva, encore une fois, l'interdit, c'est pas ça, l'interdit, c'est parce qu'elle a été mariée à un moment, et comme elle a été mariée, donc selon Rabbi Akiva, le cas dont on parle, c'est que le maître, il s'est vraiment marié avec elle, et finalement, il a divorcé, et c'est pour ça, en fait, que maintenant, tu ne peux pas la vendre en tant qu'esclave. Ça veut dire, comme elle a été mariée une fois, donc ça veut dire qu'elle a expérimenté une vie libre, normale, tu ne peux pas, toi, maintenant, en tant que père, si tu veux, la downgrade et la rendre esclave. Parce que c'est interdit selon Rabbi Akiva. D'accord ? Selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas d'interdit après de l'avoir mariée, de la vendre. Exactement. Non, parce qu'il ne l'a pas trahi.
Voilà, Ok, ouais. exactement, voilà. C'est pas que lui, il est plus marqué. Ok, ok. Ah, c'est ça. A priori, non, ça veut dire chacun il est mahmir et mekel par rapport à l'autre, quoi. Tu vois, Par il y a rapport pas à là. l'autre. Ok, ok, ouais, Ouais, ouais. ouais, Voilà. ouais, c'est pour ça. Voilà, ok. Maintenant, l'idée, c'est que le problème dans tout ça, c'est que la Gemara, elle lit cette mahloket à une autre mahloket, à savoir qu'elle va dire que Rabbi Akiva, lui, pense Yeshem, ça veut dire la Masoret, je pense Yeshem la Mikra, pardon. Rabbi Akiva, il Ouais. pense Yeshem la Mikra. Ça veut dire on interprète le verset suivant comment est-ce qu'il est lu, alors que Rabbi Eliezer, il dit qu'on interprète le verset suivant comment est-ce qu'il est écrit. Ça, c'est ce que la Gemara, elle dit. Et comme Rashi, bon voilà, et comme Rashi va dire, on ne peut pas inverser ça parce qu'il y a des preuves d'autres endroits dans le Talmud que c'est ça, que c'est vraiment Rabbi Akiva, lui, il pense vraiment que Yeshem, la Mikra, qu'on doit lire, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on lit le verset. Donc le problème, c'est de savoir, tu vois, évidemment, c'est pour ça qu'il y a tous ces longs rachis, etc., qui étaient de savoir en fait en quoi c'est lié, quoi. Ça veut dire pourquoi le verset Bigdo, ça serait plus lu d'une certaine manière que écrit d'une autre manière. Tu vois, et ça, tout le Tosfot, il va parler sur ça, d'accord? Et Rachid, Rachid avait déjà sorti une théorie. Tosfot, il va répéter pratiquement tout ce que Rachid dit, donc on va le refaire dans les mots, et puis voilà, donc pas la peine de le faire. Maintenant, on va commencer. Donc, le premier Tosfot, il commence par citer Rachid. Donc, pour expliquer comment ça fonctionne, tu vois, selon Rachid. Donc, il dit, alors, il dit, donc, ça, je lis Tosfot, il dit, Kevan chez Pires Talito Alav, donc, je suis 18b, et en haut de la page, voilà, tout en haut de la page. Kevan chez Pires Talito, donc, comme il a étendu son habit sur elle. Donc, ça, c'est Rabbi Akiva. Piage Bekun 13, donc, Rashi a expliqué, Bede Rabbi Akiva, qu'on lit dans les paroles de Rabbi Akiva, grâce, Kevan, qu'il faut lire dans Rabbi Akiva, Kevan chez Pires Talito, qu'une fois qu'il a étendu son talit, d'accord, sur elle. Donc Dalken, parce que Dalkor Chacha, c'est contre ton gré, Dalkor Chacha, contre ton gré. Mibeyele, on a besoin. Mibaye, ça veut dire on a besoin, ça veut dire ça nécessite. Encore une fois, Mibaye, ça se traduit comme en français demander, et ça a un double sens. Comme en français, demander, ça peut dire demander une question, mais ça peut vouloir dire nécessité, tu vois. Ici, c'est dans le sens de Mibeyele, ça veut dire ça nécessite. Mibeyele, le Okume, on est obligé de l'interpréter. Yesh M la Mikra, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, on sait que lui, il pense que ce qui est important, c'est comment c'est lu. On le sait d'un autre passage de la Gemara ailleurs, qui est d'Amrinan Mepakama des Sanhedrin, comme on le dit dans le premier chapitre de Sanhedrin. Voilà. On ne sait pas où, on ne cite pas la Gemara en Sanhedrin, je ne sais plus si on l'a fait la dernière fois ou pas, j'en sais rien, on ne va pas le refaire en tous les cas. Ouais. Bref, tu vois, donc en tous les cas. Le Okume, ça veut dire d'interpréter. Le Okume, d'interpréter, ça veut dire c'est nécessaire. Le Okume, d'interpréter. Yesh em la Mikra, c'est-à-dire que selon Rabbi Akiva, Yesh em la Mikra, il y a la maternité à la Mikra, à la lecture, ce qui veut dire que ce qui est important, c'est la manière de lire. Kedam Rinan Beperekama de Sanhedrin, comme la Gemara le dit dans le premier chapitre de Sanhedrin. Donc ça veut dire il y a une preuve ailleurs qu'on sait que Rabbi Akiva il pense Yesh em la Mikra, c'est-à-dire on suit la manière dont c'est lu, et ça, c'est indiscutable. Donc, voilà. V'yeshem la Masoret, et celui qui pense qu'on suit la manière dont c'est écrit, c'est la Masoret, c'est la tradition telle qu'elle est écrite dans le Sefer Torah, puisqu'a priori, la tradition, elle serait plus par rapport à l'écriture, quoi, parce que c'est ça ce qui est transmis. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la maison, la mère à la maternité de la transmission, ça veut dire l'écriture. Qui est Rabbi Eliezer. Donc ça, c'est Rabbi Eliezer qui pense qu'on va d'après l'écriture, la transmission, qu'elle est d'Arshinan Bechorot, comme la Gemara le dit ailleurs dans le traité de Bechorot. Ok. Rachid, simplement, il ne cite pas ni la Gemara dans Sanhedrin ni dans Bechorot. Tout ce qu'il faut retenir pour nous, c'est que on sait ailleurs, on sait par d'autres passages du Talmud, un dans Sanhedrin et un dans Bechorot, que Rabbi Akiva, il pense Yesh em la Mikra, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, c'est celui qui pense qu'on suit la lecture. Et Rabbi Eliezer, c'est celui qui pense Yesh em la Masoret, c'est-à-dire qu'on suit la tradition, c'est-à-dire qu'on suit l'écriture. Ok? D'accord? Et dans Bechorot, puisque dans Bechorot, et ça c'est, et voilà, Bechorot, des Raminan Mehai Pelukta, où on objecte de cette discussion-là, chez nous, Al-Multa Hariti, sur un autre cas, d'Amaratam, où il a dit là-bas, Rabbi Eliezer, Yesh em la Mikra, où là-bas, Rabbi Eliezer, il a dit de suivre la lecture, Vera Minan Allah, et on objecte dessus, Mehad Yesh la Masoret,
Mehar, ça veut dire de cet enseignement, des Shem la Masoret, que ici on voit que Rabbi Eliezer, il pense qu'on doit suivre l'écriture, la tradition, c'est-à-dire l'écriture. Ok, donc tout ça, c'est ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, Tosfot, c'est que des répétitions de Rashi, donc on l'avait déjà fait la semaine dernière. Mais ce que tu vois, tout le premier Tosfot, pratiquement jusqu'à 2 lignes avant la fin, c'est qu'une répétition de Rashi. Tu vois, mais ça veut dire en tous les cas, c'est que voilà, donc ce qui veut dire, c'est qu'on ne peut pas remettre en doute ça. Et ça veut dire qu'on ne peut pas remettre en doute le fait que Rabbi Akiva, il va d'après la lecture et que Rabbi Eliezer, il va d'après l'écriture. Ça, tu vois, quelle que soit la théorie qu'on va devoir sortir maintenant pour expliquer comment ça fonctionne dans le verset, il y a des passages du Talmud ailleurs, dans Sanhedrin et dans Bechorot, qui prouvent qu'on ne peut pas inverser les noms, quoi. On ne peut pas inverser ça. Donc, ça veut dire, Rabbi Eliezer, c'est clairement celui qui pense on suit l'écriture, et Rabbi Akiva qui dit qu'on suit la lecture, et c'est pas discutable. Voilà. Not negotiable. C'est pas, voilà. Ok, donc maintenant que ça, c'est ce que Rachid avait dit, ok, qu'on prend ça et que ça va pas être mis, je vous dis déjà en cause par tous les raisonnements de Tosfot, ça va rester un truc voilà, immuable, que Rabbi Akiva suit la lecture, Rabbi Eliezer l'écriture. La question est de dire maintenant, ok, comment ça fonctionne pour expliquer la Gemara, comment ça fonctionne pour expliquer les versets. Je sais pas, pourquoi le mot bigdo, en fait, ça fonctionne plus, pourquoi la lecture, elle serait plus pour dire que c'est un habit, et pourquoi l'écriture, elle serait plus pour dire que c'est une révolte. Tu vois, une révolte ou une trahison. D'accord? Donc, ok, donc puisque c'est ce qu'il faut montrer, puisque Rabbi Akiva, on sait que lui, il va dire, ouais. C'est bon? Je sais pas, t'es en mute, je sais pas si c'est moi qui t'ai. Non, allez-y. Ok, d'accord. Donc, maintenant, donc voilà. Non, c'était pas bon. En fait, je voulais dire, ils sont en train d'essayer de ramener la marloquette entre les deux, de savoir, d'expliquer la Massorette versus la Mikra, ouais. en la rapportant à une autre marloquette qu'il y a. Non. Ça veut dire, non, ce que Tosfot, il a voulu dire simplement que ce que Rashi veut dire, c'est ce que Tosfot, il fait que répéter Rashi. Ce que Rashi, il a voulu dire, il a dit simplement, ça veut dire, techniquement, il veut dire simplement, parce que, comme je t'ai dit, ce qui sous-tend Rashi, bon, si tu sous-tends la question, ce qui est sous-tendu derrière tout ce paragraphe qu'on vient de faire, et que Tosfot, il va revenir à ça, c'est que normalement, comme je vous ai dit, quand on cite Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, il devrait être cité en premier parce qu'il est d'une génération antérieure. Parce que Rabbi Eliezer, il est, si tu veux, il est d'une génération antérieure à Rabbi Akiva. Comme ils te disent, même, soit il dit Rabbi Eliezer, c'est un rave de Rabbi Akiva, c'est un des maîtres de Rabbi Akiva. Donc, donc c'est-à-dire ce qui est problématique, c'est que quand tu lis la Gemara chez nous, on voit bien que la Gemara, elle a cité d'abord l'histoire du Talit, tu vois, donc de la Chouba. Et elle dit, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Et ensuite, il cite Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer qui dit, non, c'est une question de trahison. D'accord? Alors ça, c'est bizarre, tu vois, puisque normalement, Rabbi Akiva, il devrait être cité après Rabbi Eliezer, qui est son maître. Donc là, si tu veux, quand tu vois une Gemara comme ça, quand tu vois une braïta comme ça, la première, si tu veux, tentation, tu vois, ça veut dire, si tu es Rashi ou si tu es Tosfot, c'est de dire, attends, il y a une erreur ici, il faut sûrement inverser les noms. Tu vois, et qu'en fait, le premier avis, c'est Rabbi Eliezer, et le deuxième, c'est Rabbi Akiva. Tu vois, et qu'en fait, il faudrait inverser les noms dans la Gemara en disant, ah non, en fait, c'est Rabbi Eliezer qui dit que c'est une histoire d'habit, et c'est Rabbi Akiva qui dit que c'est une histoire de trahison. Parce que comme ça, tu rétablis l'ordre normal, tu vois, de l'écriture d'une braïta. Tu vois, mais est-ce que l'écriture d'une braïta, elle est chronologique? On aurait pu aussi inverser l'autre, qui n'est pas seulement pas le nom, mais on aurait pu inverser au lieu d'inverser les noms. Ok, mais c'est plus facile d'inverser les noms, tu vois. C'est plus facile d'inverser les noms. Ça veut dire, dès que tu vois l'auteur de la braïta, c'est complètement planté, tu vois. Ça veut dire d'inverser que tout l'enseignement, il est faux, parce que tu comprends bien, entre Divrei, tu vas bien regarder dans les, tu vois, Divrei Rabbi Akiva, c'est Resh Aïn, et Rabbi Eliezer, c'est Resh Aleph. Tu vois, en fait, il suffirait, tu vois, que le Aïn se transforme avec le Aleph. Tu vois, et ça, tu vois, ça, c'est possible de penser, tu vois, en fait, que c'est inversé, tu vois, dans l'écriture. Le copiste, tu vois. Et donc, c'est pour ça que mais si on disait ça, en fait, tu vois, ça voudrait dire, en fait, que Rabbi Akiva, si on inversait les noms, d'accord? Si on inversait les noms, ça veut dire que Rabbi Akiva, il dit, on va d'après l'écriture, et Rabbi Eliezer, il va d'après la lecture. Alors, tu vois, c'est pour ça que Rashi, il veut dire, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas inverser les noms, à cause de ça, à cause qu'il y a des passages dans le Talmud ailleurs, ça dans le traité de Sanhedrin, dans le traité de Bechorot, où on voit clairement, tu vois, ça veut dire, où là-bas c'est prouvé, et que en fait c'est Rabbi Eliezer qui dit qu'on va d'après la lecture,
d'après l'écriture, Rabbi Eliezer qui dit qu'on va d'après l'écriture, et Rabbi Akiva qui dit qu'on va d'après la lecture. Et ces passages-là, ils ne sont pas remis en question. Pourquoi? Parce que tu pourrais dire, on n'a qu'un verset aussi là-bas. C'est parce que, en fait, c'est pour ça que Rachid te dit, quand tu regardes là-bas la Gemara, elle fait des questions, elle pose des contradictions, tu vois. Et là-bas, elle pose, d'une manière dont la Gemara, elle pose des contradictions de cette braïta elle-même à d'autres braïtot, en disant, mais on voit de cette braïta que Rabbi Eliezer, ici, il dit qu'on suit l'écriture, alors qu'ailleurs, on voit qu'il dit qu'on suit la lecture. La Gemara pose cette question dans Bechorot. Donc, c'est bien l'écriture. Ça veut dire que chez nous, on est obligé de dire que dans la Braïta, chez nous, Rabbi Eliezer, il dit qu'on suit l'écriture, tu vois. C'est cette question de la Gemara. C'est pas ce que je veux dire. Ça veut dire que les Gemarotes là-bas, ce que soit tu veux dire en disant, là-bas, on pose une question de cette Gemara en disant, il y a une contradiction et tout ça. Ce qui veut dire, Rachid, en tout ça, c'est de dire, ça y est, Valentin est parti, les domaines du soleil. Valentin. Alors, réveille-toi! Comme tu as la caméra, tu peux pas. Tu vois, tu peux pas. Je suis avec vous, c'est un verset de Rabbi Eliezer. Il est 2h du matin, là? Oh là 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 là. 2h du matin. Mais pourquoi tu as pris cette heure-là? T'es fou. Très bien, j'étais réveillé, je me suis dit. Oh là là, t'es fou. Ah, mais ça va, il est encore réveillé. Ça va, j'écoute. C'est dur, 2h du matin, quand tu fais. On n'aurait pas dû commencer, on n'aurait pas dit, c'est nous qu'on a laissé les 25 minutes, on aurait dû commencer. On va mettre ça à lever. Ok, d'accord, ok. Je sais ce qu'il est en train de dire, c'est tellement dur. Quoi? Je sais par quoi tu passes, c'est tellement dur. Alors, Ram aussi, il connaît. Vide. Bien sûr. Et ça va, le piquage kiné. Donc, ok. Donc, comme ailleurs, on dit que Rabbi Eliezer, on a même en train de dire que ailleurs, on voit bien que Rabbi Eliezer, il va selon, non, dans le Rashi, il vient ramener le verset dans Shemot, où sur le commentaire de ce verset, on voit bien que c'est dit par implication que Rabbi Eliezer, il va d'après l'écriture. Voilà, exactement, c'est ça. Okay. Et donc, si on interchangeait les deux là, on irait à l'encontre de cela. Donc il est clair qu'ils ne se sont pas trompés. Voilà, exact. Ok, d'accord. C'est exactement ça. Principalement, en gros, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Mais Rav, juste un point. Le seul point pour lequel on pourrait penser qu'ils se sont trompés, qui nous pousserait à intervertir les deux, c'est simplement que le fait que Rabbi Akiva, c'est l'élève de Rabbi Eliezer. C'est le seul point. C'est ça. Ça veut dire que c'est pas probable, tu vois. C'est comme je dis, c'est pas logique, tu vois, c'est pas logique que Rabbi Akiva soit cité avant Rabbi Eliezer. Et quoi, c'est quelque chose que vous voyez dans la Gemara, on cite jamais un. Non, ça ne passe jamais. Tu vois bien, voilà, comme tu dis, tu vois, à la fin, c'est pas une preuve irréfutable, puisque voilà, la Gemara, ici, elle reste comme ça. Mais comme je vous ai dit, même si tu regardes ici la Gemara chez nous, quand elle explique ça, comme je vous ai dit qu'il y a une inversion déjà, ça veut dire, quand tu regardes la Gemara chez nous, la Gemara, elle cite la Braïta. Donc, tu vois, on peut faire la Braïta, tu vois, c'est la Braïta, elle dit, Tania bevik doba, Evan shepires talito alea shuv en racha le mocha. Donc, comme il a mis son talit sur elle, il ne peut plus la vendre, d'ivrei Rabbi Akiva. C'est une histoire d'habit, de Koupa. Rabbi Eliezer Omer, le Big Doba, c'est quand il a trahi. Kevan chez Bagadba, comme il a trahi, Shuvan Racha, il est mocha. Il n'a pas le droit de la vendre. D'accord? Maintenant, regarde la suite de la Gemara. Bemaï Kam et Fligi. Donc, quoi ils discutent? Rabbi Eliezer, ça va, Yachem la Masouet, et Rabbi Akiva, ça va, Yachem la Mikra. Tu vois, ça veut dire, la Gemara, si elle devait suivre normalement l'ordre de la Braïta, elle aurait dû continuer. Voilà. Rabbi Akiva, ça va, Yachem la Mikra, Rabbi Eliezer, ça va, Yachem la Masouet. Tu vois, la Gemara elle-même, elle fait une inversion ici. Tu vois, ça veut dire, après avoir cité la Braïta, elle-même, elle inverse. Donc, tout ça, si tu veux, ça prouverait à penser, tu vois, apporterait à penser qu'il y a, tu vois, il y a un problème dans la Braïta. Et le fait que normalement, on ne cite pas Rabbi Akiva devant Rabbi Eliezer, mais que même dans la suite de la Gemara, il y a une inversion, tu vois, ça veut dire la Gemara, elle suit pas elle aurait dû commencer, tu vois, par Rabbi Akiva et ensuite Rabbi Eliezer pour suivre l'ordre de la Braïta, si jamais la Braïta elle était correcte, tu vois. Tout ça pouvait induire Rachid de penser qu'il fallait inverser les noms, tu vois, c'est tout. Et donc c'est pour ça qu'il dit on peut pas faire ça parce qu'en fait il y a plein de passages du Talmud qui prouvent que c'est comme ça, que Rabbi Akiva il pense, c'est lui qui interprète que on va d'après la lecture et que ce serait une histoire de vie, et c'est Rabbi Eliezer qui pense que c'est une histoire d'écriture et que ça serait une histoire de trahison.
Et donc, on ne peut pas inverser les noms. C'est tout, tu vois. Bien que dans la Gemara, c'est bizarre, tu vois, 2 reprises. D'abord parce que normalement, on cite d'abord toujours Rabbi Eliezer avant Rabbi Akiva, et ensuite parce que dans la suite de la Gemara elle-même, quand la Gemara l'interprète, elle interprète d'abord Rabbi Eliezer, ensuite Rabbi Akiva, ce qui est aussi une anomalie. Mais ça veut dire, voilà, tu es obligé Non, c'est pas une anomalie. C'est normal et ça remet en cause qu'avant, il ne l'a pas fait. Voilà, oui, c'est vrai. Mais c'est une anomalie par rapport à la. Tu comprends à la logique, au déroulement. Voilà, c'est-à-dire que si le texte d'avant il était dans cet ordre-là, la Gemara elle aurait dû continuer. Tu vois, tout ça, ça porte à croire qu'il y aurait eu une erreur quelque part. Bref, en tout cas, Rachid, tout ce qu'il veut dire dans cette histoire-là, c'est de dire qu'on ne peut pas dire ça parce que voilà. Non, la question, tu vois, qui est le central, ça ne va pas être remis en doute, plus ou moins, mais la question qui va être remise, qui est la question maintenant qui a le problème, c'est de dire comment, tu vois, c'est quoi le sens de la Gemara, tout simplement, tu vois, ça veut dire en quoi le mot béguet, tel qu'il est marqué, il serait plus écrit comme étant une trahison et plus lu comme étant un habit. C'est ça la question. Tout le Tosfot, il va être sur ça. Alors maintenant, d'abord, la première explication de Rachid. Rachid, donc lui, c'est la première explication. Varki Pirusho. Donc ici, il y a l'explication. Rabbi Akiva, ça va. Donc Rabbi Akiva, il pense Kevan chez Piresh Talito Alea, comme il a étendu son talit sur elle. Les Shem Yehoud, ça veut dire en tant que mariage. Yehoud, ça veut dire destination, ça veut dire en tant que mariage. Im Girsha, donc si jamais ensuite il a divorcé Beget avec un get, avec Vechazra et Tzel Avia, et qu'elle est revenue maintenant chez son père. Et Noyachol et Mocha, il ne veut plus la vendre. Pourquoi? Adam Mocher et Vito, parce qu'un homme, il ne veut pas vendre sa fille, les chiffroutes, comme esclave, à Harishut, après l'avoir mariée. Et tout ça, c'est ce qu'on a dit à l'oral. Les Saba Yeshem la Mikra. Alors maintenant, parce qu'ils pensent qu'on va d'après, donc ça, le point qui nous intéresse vraiment, c'est parce qu'ils pensent qu'on va d'après la manière dont c'est lu. Alors, Kelomar, c'est-à-dire, Bebigdo Karinanbe. Ça veut dire qu'il faut lire Beged comme un habit. Tu vois, Bigdo, on lit Bigdo, son habit. Chez Ulachon Beged, que c'est un langage d'habit. Pourquoi? Dès Lachon Begida, parce que si c'était un langage de trahison, le Memar, on aurait dû dire Bogdo. Tu vois, donc comme je vous avais dit, Bogdo, ça veut dire avec un kamatz, tu vois, ça veut dire un truc qui ressemble à un plus, quoi, sans le mot, sous le bet, sous le deuxième bet, et ensuite un sheva sous le gimel, ça faisait bevogdo. Le mot besham'o, tu vois, besham'o. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut dire comme ça, ça veut dire comme ça, ça veut dire parce que besham'o, tu vois, ça veut dire la forme dont Rachid il parle, qui est bebogdo, besham'o, qui voudrait dire en se révoltant. Tu vois, ça veut dire en la trahissant ou en écoutant. Rachid, en fait, on a l'impression qu'il veut dire que faut expliquer comme ça. Ça veut dire, il y a 2 formes. Il faut savoir, grammaticalement, le mot, si on va traduire le mot comme étant une trahison, en fait, la lecture de bibigdo et bebogdo, elle a 2 sens différents. Bebigdo, ça veut dire, si on dit que c'est une trahison, ça voudrait dire parce qu'il a trahi, ça veut dire comme, en fait, au passé simple. Ça veut dire, il l'a trahi, que c'est une trahison, tu vois, qui a eu lieu une fois et qui s'arrête dans le temps. Voilà. Quand tu dis, par exemple, Besham'o, c'est en écoutant. Bebogdo, ça veut dire en la trahissant. Tu vois. Ça serait un truc, tu vois, continuel, tu vois. Et Rachid, pour une raison ou pour une autre, on ne me demande pas pourquoi, il pense qu'en fait, que si jamais, en fait, ici, il y a une trahison quand tu vends ta fille, c'est pas une trahison ponctuelle. C'est pas, je l'ai trahi. C'est la honte. Voilà, c'est pour la vie. Voilà, c'est ça, c'est une trahison continue. Et donc, normalement, on aurait dû dire Bevogdo, et que si on devait dire Bevogdo, donc voilà, et on ne lit pas Bevogdo, on lit Bevigdo. Donc pour lui, Bevigdo, ça voudrait dire, si on devait traduire ça comme une trahison, c'est une trahison ponctuelle, et ça veut dire pour Rachid, ça serait pas ça le sens normal. Ça veut dire, c'est pas une trahison ponctuelle, c'est une trahison, ça veut dire continue, tu vois, à l'état construit, en passé composé, tu vois, en la trahissant, je sais pas comment ça serait en français, tu vois, l'imparfait. Ouais, l'imparfait, voilà, c'est un truc plus compliqué, je sais pas comment ça se dit. Il la trahissait. Oui, parce qu'il a trahissé, exactement, parce qu'il a trahissé. Ça serait ça l'idée. Bebogdo, ça serait plus, Bebogdo, c'est parce qu'il a trahissé, alors que Bevigdo, ça veut dire parce qu'il l'a trahi. Et Rachid, il pense que tu vois qu'en fait, si on voulait vraiment parler de trahison dans la vente, ça serait plutôt de dire parce qu'il l'a trahissé, plutôt que parce qu'il a trahi. Et donc, ça serait Bevogdo et pas Bevigdo. Donc, si on suit la manière dont c'est lu
Donc, en fait, ça ne peut pas s'interpréter comme étant une trahison, puisque ça serait une trahison au passé simple, et selon Rabbi Akiva, c'est pas logique de penser comme ça. Donc, c'est un habit. C'est-à-dire, comme c'est marqué, comme ça se lit Bevigdo, et que ça ne peut pas être une trahison, parce que la trahison, elle est continue, elle n'est pas passé simple. Donc, en fait, donc la manière dont c'est lu, ça veut dire que ça ne parle pas de trahison, ça veut dire que ça parle d'un habit, donc c'est parce qu'il y a eu le mariage. Ce n'est pas une histoire de trahison. C'est comme ça que tu vois que Rashi veut dire après, tu vois. Donc, c'est ça ce que. OK. Et donc maintenant, Tosfot, il va ramener un contre-exemple qui vient de la paracha de la semaine dernière. Ça, c'est ce qu'il n'y avait pas dans Rashi chez nous, où là-bas, il est marqué Va falgav des Be'alma karinan be pigo. Ça veut dire, OK, donc je ne sais pas exactement, selon ce qu'on a dit, la question de ça veut dire comme ça veut dire, Tosfot, il veut dire comme ça, il veut dire, voilà, ça veut dire, le cas du quoi il parle, c'est quoi? Ça parle d'un type, tu vois, la paracha de la semaine dernière, il y a celui qui va dans une ville de refuge, et on nous dit que si jamais quelqu'un, donc, il sort de la ville de refuge, et pigro, ça veut dire quand il a été rencontré, quand il a été frappé, tu vois, donc il sort de la ville de refuge, et il y a le type, le Goël Adam, ça veut dire le type, le vengeur de celui qui a été tué, qui est le pigrobo, ça veut dire qu'il va tuer le type qui est sorti de sa ville en le rencontrant, tu vois. Le pigrobo. Là-bas, il est marqué là-bas, le pigrobo, ça veut dire si jamais il le tue en le rencontrant. Et à l'extérieur de la ville, on dit donc le vengeur, il est exempt de toute punition, parce que l'autre, il aurait dû rester dans sa ville de refuge. C'est ça. Mais l'idée là-bas, c'est que Rachid Tosfot, il dit voilà, le mot là-bas, il écrit befigro, et lui, il dit, c'est très difficile de qu'est-ce que toi tu veux avec ça. Mais en tout cas, il dit voilà, on voit là-bas befigro, et c'est pas marqué befogro, tu vois. Donc et donc lui, il veut dire, donc, je sais pas, tu vois, je sais pas ce qu'il veut dire avec ça. Il veut dire, parce qu'en fait, l'idée c'est comme ça, c'est que, ouais, tu vois, ça veut dire que Rachid veut. Cette question, elle est bizarre. Hein. Mais ça veut dire, a priori, ce qu'il voudrait dire, c'est comme ça, c'est que là-bas, on dit befigro, ça veut dire un passé simple. Tu vois, ça veut dire, parce que Rachid, il dit comme ça. Ça veut dire que Tosfot, il a compris comme ça. Tosfot, il a compris qu'à chaque fois, si on va d'après la manière, parce que ça veut dire, on a à vous dire que Tosfot, il a compris comme ça. La question que Tosfot, il demande, c'est pas selon Rabbi Akiva, c'est selon Rabbi Eliezer. Ça veut dire, OK, Rachid a expliqué à Rabbi Akiva qu'en fait, la manière dont c'est lu, ça veut dire que même si c'est une trahison, ça c'est une trahison passée simple, et c'est impossible de dire ça, donc c'est un habit. Maintenant, pourquoi en fait, selon Rabbi Eliezer, selon Rachid, en fait, ça parle d'une trahison? C'est parce qu'il te dit, en fait, de la manière dont c'est écrit, puisque Rabbi Eliezer dit, on va d'après la manière dont c'est écrit. Donc, Rachid, donc, il veut dire, Rachid veut dire, selon Rabbi Eliezer, que selon Rabbi Eliezer, la manière de lire, la manière dont c'est écrit, c'est befogro, en fait, ou c'est plutôt bebogdo. Ça veut dire, même si ça se lit bebigdo, ça c'est la manière dont c'est lu, mais la manière dont c'est écrit, c'est bevogdo. Et donc, Tosfot, il te dit, comment, tu vois, c'est ça la question de Tosfot, c'est-à-dire comment Rashi veut dire, selon Rabbi Eliezer, que comme c'est marqué, que en fait, c'est écrit, la manière dont c'est écrit, ça serait bevogdo et pas bevigdo. Ah voilà, on voit que des fois le mot befigo, il est écrit exactement de la même manière en ce qui concerne le Goël Adam, celui qui va tuer le mec qui est sorti de son île, de sa ville de refuge. Et là-bas, c'est clair que c'est un passé simple et que c'est pas un truc en le rencontrant, tu vois. C'est un passé simple. Ça veut dire quand il l'a rencontré, tu vois, c'est un événement. Il l'a rencontré, il l'a tué, tu vois. Et ça veut dire, et donc ça veut dire, et donc l'idée, c'est de dire, et ça, c'est comme ça que c'est écrit là-bas. Donc ça veut dire, on voit bien que, comment est-ce que Rabbi Eliezer, il peut dire que la manière dont c'est écrit, ça serait un état construit, ça serait befogro. Et là, et comme Rashi, en fait, il explique pourquoi, parce qu'il n'y a pas de yud, tu vois, ça veut dire que si jamais on voulait nous dire, par exemple, bevigdo, en étant, si tu veux, un passé simple, on aurait dû mettre un yud, befigo, ça veut dire bevigdo avec un yud ou befigo avec un yud. Donc Rabbi Eliezer, lui, pense que quand il n'y a pas de yud, ça s'écrit, en fait, befogro, même si ça se lit chez nous befigro, c'est comme si c'était écrit befogro, ça soit tu demandes, ça veut dire bebogdo, tu vois, bebogdo, bechamro, et la même chose befogro, en ce qui concerne celui qui va tuer, donc celui qui est dans une ville de refuge. Donc ça soit tu demandes comment est-ce que tu peux dire que la manière dont c'est écrit selon Rabbi Eliezer, c'est befogro, ça veut dire quand tu le rencontres.
n'est-ce pas que, tu vois, ça veut dire, n'est-ce pas que là-bas, c'est clair que ça se lit Figaro et que c'est quelque chose qui se passe qui est soudain et qui se passe, tu vois, comme un événement, tu vois, donc qu'il faut lire comme chez nous, comme un passé simple, Figaro. Tu vois, ça veut dire, je ne sais pas, je pense pas que j'ai été très clair. Je vais essayer de répéter. Ça veut dire parce qu'en fait, ça veut dire que de la manière dont moi j'explique, ça veut dire maintenant, moi j'avais pas cette, je vais essayer d'expliquer ça. Ça veut dire, voilà, c'est parce qu'il y a une étape dans cette question qui n'est pas marquée. Et alors, je vais expliquer l'étape qui manque, tu vois, c'est la chose suivante, tu vois, c'est que, ok, Rashi, Tosfot, il a ramené l'explication de Rashi en ce qui concerne Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, il pense que ça doit s'expliquer, selon la lecture, c'est Bebigdo, et ça voudrait dire en fait que c'est un habit et c'est pas une trahison. Pourquoi? Parce que si c'était une trahison et que ça se dit Bebigdo, ça voudrait dire que ça serait quelque chose d'un passé simple, alors que c'est quelque chose qui continue. Donc ça devrait se dire Bebogdo, tu vois, comme quelque chose qui continue. D'accord? Et donc, c'est pour ça que Rabbi Akiva dit, donc la manière dont ça se lit, ça veut dire en fait que c'est un habit, parce que si c'était une trahison, ce serait un passé simple. Or, ça n'a pas de sens que ce soit un passé simple. Pourquoi Rabbi Eliezer, lui, il discute sur ça? Pourquoi Rabbi Eliezer, lui, pense que non, ça parle de trahison? C'est pas parce qu'il discute, tu vois, sur le principe de Rabbi Akiva, sur ce qu'il dit. Il est d'accord sur l'idée. Simplement, lui, il dit, OK, ça, c'est si tu suis la manière dont c'est lu. C'est vrai que ça se lit Bevigdo. Et tu as raison, si on se dit que c'est la manière dont c'est lu, ça serait plus un habit parce qu'il n'y a pas de trahison. En fait, ici, tu vas passer ça, mais c'est continu. Mais pourquoi lui, il pense que c'est malgré tout une trahison? Parce qu'il dit la manière dont c'est écrit, c'est Bevogdo. Alors, la question est pourquoi c'est écrit, tu vois, Bevogdo? Tu vois, là. Alors, en fait, il n'a pas cité Rashi, mais Rashi, il dit qu'en fait, que la raison, c'est parce que selon Rabbi Eliezer, si ça devait s'écrire Bevigdo, il devrait y avoir un Yud, tu vois. Et donc, ça devrait être écrit Bet, Yud, Gimel, Dalet, Vav. Comme il n'y a pas de Yud, donc Rabbi Eliezer, il pense que la manière dont c'est écrit, en fait, c'est Bevogdo. Et même si, pour une raison ou pour une autre, on lit Bevigdo et c'est ça la tradition, mais en tous les cas, comme Rabbi Eliezer, il pense que ce qui prime, c'est la manière dont c'est écrit. Donc pour lui, comme c'est marqué sans Yud, ça veut dire que c'est Bevogdo, donc c'est vraiment, on parle vraiment ici d'une trahison continue. D'accord? Ça, c'est Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer, il dit que comme il n'y a pas de Yud, ça veut dire qu'on parle d'une trahison continue. Tu vois, même si ça se lit Bevigdo, c'est écrit Bevogdo comme étant quelque chose de continu, comme Beshamro, comme une trahison continue. D'accord? Ça, c'est Rabbi Eliezer. C'est clair? Ouais, maintenant, Tosfot, il va simplement poser une question sur Rabbi Eliezer, ça veut dire sur Rabbi Eliezer, selon Rashi. Où il va donner un exemple, on voit dans le cas d'un type qui sort d'une ville de refuge, que s'il est tué par le vengeur, par le Goël Adam, là-bas, la Torah elle utilise le mot Befigrobo, quand il l'aura trouvé, tu vois, quand il l'aura rencontré. Et là-bas, donc on voit bien que c'est un élément, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est un truc qui est en fait, tu vois, ça veut dire un passé simple. Et la question, tu vois, de toute façon, c'est simplement, c'est marqué sans Yul là-bas. Tu vois, donc ça veut dire, selon Rabbi Eliezer, c'est en fait ce qui a marqué là-bas, c'est Befogro. Ça veut dire, ça serait un truc, tu vois, continu. Alors, c'est impossible d'expliquer ça, que ce soit un état continu, etc. Donc, comment est-ce que Rabbi Eliezer, il veut dire, la manière dont c'est écrit, c'est Bevogdo, et simplement parce qu'il n'y a pas de Yud. Et que si ça devait être écrit Bevigdo avec un Yud, ça serait Bevigdo. Mais comme c'est marqué sans Yud, ça veut dire Bevogdo, ça veut dire que c'est un truc à l'état construit en continu. Donc, la question de ça, c'est qu'on voit que dans le cas de celui qui va tuer un mec qui sort de la ville de refuge, là-bas, c'est clairement pas un état construit. Et pourtant, ça s'écrit exactement de la même manière. Et ça se dit Befigo et pas Befogo. C'est ça la question de Tosfot. Tu vois, la question, elle est, selon Rabbi Eliezer, comment Rabbi Eliezer il peut maintenir que comme c'est marqué sans Yud, ça veut dire en fait que c'est écrit Bebogdo. Alors, si c'était comme ça, alors même dans le cas de celui qui sort de la ville de refuge, quand il est tué, quand il est rencontré par le vengeur, on devrait aussi lire Befogro. Tu vois, ça veut dire. Or là-bas, c'est impossible de dire que c'est en le rencontrant, parce que c'est sûr que c'est un état, tu vois, quelque chose qui est arrivé par accident, en un instant, qu'il a trouvé, il l'a vu, il l'a tué, tu vois. Le type, il n'est pas resté une demi-heure à danser à la danse du ventre en disant venez me tuer, tu vois. Donc, vous avez un bon et donc, la question de toi, c'est que voilà, là-bas, ça devrait être marqué avec un Yud, et c'est pas marqué avec un Yud, et on lit Befigo comme si c'était un truc, tu vois, exceptionnel, qui est arrivé comme un accident. Et tu vois, donc ça, c'est la question de Tosfot sur Rashi, suivant l'opinion de Rabbi Eliezer.
J'espère que Valentin est toujours vivant. Et qu'est-ce qui arrive au commentaire de Rachid qui disait que parfois le yud il est contenu dans le i en dessous? Ouais, c'est ça, c'est ce que tu vois. Oui, mais justement, il n'est pas marqué, c'est ça l'histoire. Tu as raison, c'est ce que Rachid, tout le monde, il n'a pas dit cette partie de Rachid. Ça veut dire que Rachid dit, en fait, tu vois que normalement, il y a toujours Big Do, ça doit toujours s'écrire avec un yud. Le i, ça doit toujours s'écrire avec un yud, sauf que des fois, le i, c'est la consonne Ouais, qui c'est ce qu'on marque. avait vu la semaine Ouais, dernière. ou c'est la ce que semaine Rachid avait dit, exactement. Ouais, Mais ouais. n'empêche que Rachid avait expliqué ça pour Rabbi Eliezer en disant c'est vrai qu'on peut lire Bevigdo et Rabbi Eliezer, il est d'accord qu'on va lire Bevigdo ou Befigro, mais il veut dire c'est pas comme ça que c'est écrit. Tu vois, C'est écrit. si c'était Ah, écrit, le yud il devrait être d'accord. visible, tu vois. D'accord, Tu vois, d'accord. ce qui veut dire, lui, il veut dire que le i, c'est un i, le chirik, le petit point sous la lettre, c'est un yud invisible. C'est un yud qu'on lit mais qu'on n'écrit pas. Et donc, Pour c'est pour ça que anybody, pour n'importe qui est la Mikra, ça doit se lire Bigdo, Bogdo. Non, Bigdo, Bogdo. ça dépend si c'est la La Mikra. Mikra, c'est l'écriture. Non, la Non. Mikra, c'est lui, c'est la Ah. lecture. Corée, ils ont aussi pas Correct. La Ouais, Mikra, c'est c'est la lecture. lire, tu vois, la Pardon, Mikra, c'est la lecture. Megillah, Mikro, La tu vois. Massoret. Et la Massorette, là, c'est comment c'est écrit. Rachid dit que c'est écrit, si on prend la même Bogdo. c'est Bogdo. Et c'est pour ça que pour lui, c'est un truc construit. Mais ça se passe du temps, nous, on voit, il y a Befigo, en ce qui concerne celui qui rencontre le type qui est sorti de la ville de refuge. Et là-bas, il n'y a pas de Youd. Et c'est clairement que ça se lit Befigo parce que voilà, c'est pas un état construit, c'est pas quelque chose qui est tu vois, ça veut dire en train d'avenir. Le type, il est sorti de la ville par accident. La grand là-bas, elle dit, tu vois, il est en train de monter sur un arbre, je sais pas quoi. Et voilà, le type, il était avec derrière la ville, il attendait qu'il sorte avec son arc et ses flèches, et hop, il l'a tué, tu vois. Mais donc c'est pas que tu vois, donc c'est pas qu'il était en train de le rencontrer, tu vois. Bref, tu vois, donc ok, donc ça c'est la question de Tosfot. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est ce que Tosfot dit, donc on va à Falgav, donc c'est tout ce qu'il y a juste par rapport à Chi. Tu vois, donc c'est de l'avant-dernière ligne de Tosfot. Il dit va à Falgav de Béalma, et bien que normalement Béalma, ça veut dire dans d'autres cas, Karinan Befogro. Mais pardon, Befigo, on lit là-bas dans la paracha, quand il va le rencontrer ou quand il l'a rencontré, c'est un état, tu vois, instantané, assez simple, et pourtant il n'y a pas de yud. Donc comment est-ce que Rabbi Eliezer, il peut dire que ça devrait, c'est comme ça s'écrit Befogro, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est sûr que ça s'écrit, c'est une manière d'écrire Befigo. Alors il dit, donc ce soit dit, il dit, c'est vrai, à Tam Nika limité, là-bas il n'y a pas lieu de se tromper. Ça veut dire ce qui veut dire que selon Rabbi Eliezer, la raison pour laquelle là-bas c'est marqué sans Yud, c'est parce que de toutes les manières du contexte, on comprend que le type il a rencontré d'une manière intempestive, tu vois, ça veut dire non, tu vois, ça veut dire c'est Befigro. C'est sûr qu'il faut lire Befigro. Et donc il veut dire, tu veux dire, et comme c'est du contexte, on comprend que c'est comme ça que ça se lit, c'est aussi une manière de l'écrire en mettant un i invisible. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire, c'est vrai que normalement, ça veut dire le mot hors contexte, selon Rabbi Eliezer, il veut dire, il écrit Befogro, puisqu'il n'y a pas de yud, donc il n'y a pas de i, donc ça s'écrit Befogro. Mais comme il y a le contexte qui nous pousse à nous dire que c'était une rencontre, si tu veux, soudaine et accidentelle. Donc en fait, voilà, donc il n'y a pas lieu de se tromper. Ce qu'il dit il n'y a pas lieu de se tromper. Donc c'est comme, donc grosso modo, c'est comme si le i est invisible et ça devient la manière de l'écrire, tu vois. C'est-à-dire parce que tu vois, puisque bien que normalement, donc ça se lit Befigro, et selon Rabbi Eliezer, on peut dire que c'est aussi comme ça que ça s'écrit, parce que en fait, c'est évident que c'est comme ça que ça s'écrit. Ça veut dire ça. Donc voilà, c'était pas la peine de rajouter un yud, puisque enlever l'ambiguïté, quoi. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté possible à cause du contexte. Donc, ça devient la manière aussi d'écrire. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, le yud, il est invisible, il n'a rien mis, mais c'est le i, tu vois, qui est sous la lettre. Mais voilà, mais ça devient la manière de l'écrire parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Mais or, ici, dans notre cas, nous, comme il y a une ambiguïté, soit d'expliquer que c'est un habit, soit que c'est une révolte. Donc, Rabbi Eliezer, il pense que si on suit la manière dont c'est écrit, ça parle d'une révolte, tu vois, d'une trahison, des bogdo, d'une trahison, tu vois, continue, puisqu'il n'y a pas de yud. Et si jamais la Torah voulait enlever l'ambiguïté de la manière dont c'est écrit, elle aurait dû mettre un yud. Si elle n'a pas mis le yud, ça veut dire qu'elle pense qu'elle veut écrire bogdo comme étant une trahison continue, et pas un bigdo qui parlerait d'un avis. Tu vois, c'est clair? Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. OK. Donc tout ça, c'est l'explication, tu vois, ça c'est Rashi, tu vois, etc. Il va continuer l'explication de Rashi dans la Tosfot qui suit. Voilà, et il va simplement expliquer encore, et rajouter des autres points que Rashi a dit. Parce que voilà, je fais dans les mots, je ne fais pas trop d'introduction parce que je dis voilà, faut pas endormir Valentin, le pauvre. Donc je continue à lire. Je dis que si, normalement je devrais le faire lire, tu vois, mais bon, je n'ose pas. Je peux.
Allez, vas-y, allez, allez. Rabbi Eliezer, ça va. רבי אליעזר סבר, יש אם למסורת. Ok. ומדילו כתב בבגדו, ביוד, משמע היינו לשון בגידה. דהי לשון בגד אבלה, למכתב ביוד. Voilà, tu vois, donc voilà, alors point. Ça, c'est Rashi qui avait dit ça. Donc Rashi dit, du fait que c'est marqué, tu vois, selon Rabbi Eliezer, pourquoi est-ce qu'on va d'après la manière dont c'est écrit, Yeshem la Masoret, alors lui dit que c'est comme, donc c'est un langage de Bebogdo, parce qu'il dit, Midelo Ktiv, puisque c'est pas marqué Bebigdo avec un Yud, Mashmas, je peux en déduire, Dainu Lachan Begida, que c'est un langage de révolte, tu vois, de trahison, voilà, que ce serait Bebogdo, Dei Lachan Beged, parce que si c'était un avis, avaler les mirtav Beyud, on aurait dû le marquer avec un Yud. Ok, Bebigdo, d'accord? Ok. Maintenant, Tosfot, tu poses une question, va faire gaffe. ופגב ירטיב בראשית, La ma tête. הוא תתפשר ולא יוד, ok. Et vous recouvrerez de vêtements, c'est ça dans le Non, là, ça parle de Yosef. Quand la femme de Potiphar, elle est attrapée par son habit. Elle a marqué Batit PC ou Bebigdo. Elle est attrapée dans son habit. à l'Itfos. C'est exactement le même mot. Et là-bas, il n'y a pas de Yud. C'est ça ce qu'il veut dire. Donc, c'est une question de Tosfot. C'est comment Rabbi Eliezer il peut dire que si jamais c'était Bebigdo, c'était avec un Yud, ça voulait dire avec un I, ça devrait être avec un I, il faudra un Yud. On voit que quand la femme de Potiphar, elle a pris le habit de Yosef, elle a marqué Batit PC ou Bebigdo, elle est attrapée par son habit, il n'y a pas de Yud. Alors, tu vois, Aïno, Mishum, Deleka, Limita et. Voilà, et donc la même chose, c'est parce que là-bas, il n'y a pas de lieu de se tromper. Encore une fois, il veut dire la même chose. Il veut dire que c'est vrai qu'en fait, là-bas, même chez Yosef, ça veut dire Bevogdo, ça peut vouloir dire dans sa trahison, et c'est comme ça que c'est écrit. Mais comme, en fait, tu vois, il n'y a pas d'ambiguïté, que c'est sûr, ça ne veut pas dire ça, elle a pris dans sa trahison, c'est sûr qu'on parle d'un habit. Donc, c'est sûr qu'il faut le lire Bebigdo. Donc c'est comme ça que ça s'écrit, même si le yud il n'est pas visible. Le yud il est en fait invisible sous le bet, tu vois, Bevigdo. Le yud est devenu invisible puisque quand il n'y a pas d'ambiguïté, la même chose que ça il a dit tout à l'heure, ça veut dire quand il n'y a pas d'ambiguïté, en fait la manière de l'écrire, ça devient la manière de le lire, quoi. Ça veut dire même selon Rabbi Eliezer, si normalement, encore une fois, si quand il y a marqué, donc à chaque fois qu'il y a un i, il faudrait qu'il y ait un yud, si dans la manière dont ça doit être écrit. Mais ça veut dire ça, c'est uniquement s'il y a une ambiguïté entre la manière de le lire et de l'écrire. Et donc la Torah, elle aurait dû lever l'ambiguïté en écrivant avec un yud. Mais si jamais il n'y a pas d'ambiguïté à cause du contexte, on comprend que la Torah, même, elle a voulu, si tu veux, tu vois, ça veut dire économiser une lettre en disant big do, en mettant le yud invisible qui est sous la consonne, tu vois, ça veut dire tu vois, sous le bet, des big do, d'accord? Et ça devient la manière aussi de l'écrire, tu vois. Si grosso modo, Rabbi Eliezer, il est d'accord que des fois on va trouver le mot beged, big do, sans yud. Ça veut pas dire qu'il faut tout interpréter complètement, ok. Voilà, c'est ça, tu vois. Est-ce que c'est clair, Sacha, ou c'est au moyen ou... Ça a l'air moyen. Ça va, ça? C'est Ok. bon, j'étais en mute. Ok, d'accord, ok, non, ok, attends, il est au bord c'est un match, tu vois, de voir. Ça. Ok, vas-y, je te laisse continuer à dire. Je sais pas si ça te réveille ou ça t'endort encore Non, plus. vraiment, ça me réveille. Ok, alors vas-y, j'arrête, cache. c'est sûr, mais. Voilà, donc maintenant. Khazak. Ok, voilà, alors, ok, alors maintenant, c'est un match, tu vois, c'est du C'est Krizou, une un match. introduction? Non. C'est vraiment, tu vois, c'est la Messiah Nefesh, c'est dans Bayam, tu vois, c'est en gros les malachim, là, c'est pas le lever du soleil qu'on voit, c'est un match, le feu de la Shekhina. J'ai les doigts sur l'écran pour pas perdre la ligne. écrit דייק, שהמסורת לשון גידה, דילוג כתיב בבגדו ביוד. Voilà. Ok. Alors, Dayek, c'est précisé quoi, avec caché. Ah non, la Dayek, c'est Digdouk, non. Oui, c'est ça, c'est écrit d'abord, c'est comment, écrit comment Dayak. Comment il peut déduire? Tu vois, Dayak, il s'est jamais Dayak, comment est-ce qu'il peut déduire? Masoret, ok, selon la Masoret, donc on commence à écrire. Lachon Ida, mais des loctives Bigdo, Biyud, ok. Comment il peut déduire qu'en fait, il n'y a pas de Yud dans Beged?
Oui, ça veut dire la question, c'est dire, tu vois, En c'est crayon. parce que tu es au milieu de la phrase, tu es au milieu de la question. Ça veut dire, Ah, ok. parce que selon Adraba. voilà, la Rabat, au contraire, tu vois. Ok, d'Adraba, Nidouk, c'est le point même, c'est ça? Ouais, ça veut Nidouk, dire Nidok, on pourrait déduire le contraire. Tu vois, Ah, Rabat, Nidouk. au contraire, Nidok déduit chez Oulachon, Prissa Talit, que ça parle, ça parle d'un habit. Mais dès l'octave Bogdo, parce que si c'était vraiment, en fait, toi tu veux dire en fait que c'est une rébellion, que c'est une trahison, alors on aurait dû marquer du Bogdo avec un vav, tu vois. Ça veut dire grosso modo que la question de Tosfot, c'est ça. Donc jusqu'à maintenant, il a fait que citer Rachid, tu vois, il a posé des questions, répondu, tout va très bien. Maintenant ici, il va critiquer l'explication de Rachid. La première critique, c'est une critique de bon sens, tu vois. C'est-à-dire, il dit comme ça, il dit ok. Rabbi Eliezer, normalement, tu dis que Rabbi Eliezer, il dit qu'on va d'après la manière dont c'est écrit. OK. Et or, tu vois, si toi, tu dis à chaque fois qu'on écrit I, on doit marquer un Yud. D'accord. Ok. OK. Donc là, il n'y a pas de Yud. Donc en fait, ça s'écrit sans I. Bogdo, ouais. Comment ça se lit? Ça se lit Bebogdo. Alors il dit OK. Mais si c'était Bebogdo, pourquoi il n'y a pas de Vav? Tu vois, c'est-à-dire que le I, ça veut dire, voilà, ça veut dire si toi tu dis qu'à chaque fois qu'il y a une voyelle, en fait, tu vois, elle doit être marquée, elle doit être visible. Alors, OK, toi tu dis la manière de rendre visible le I, c'est en mettant un U dans le d'après. Mais il y a aussi une manière de rendre visible le O, tu vois, c'est de mettre un vav. Alors, ici, toi, tu dis, voilà, on lit Bevogdo parce que c'est, tu vois, Kamatz Sheva, et donc ça veut dire un état construit de trahison. Eh ben, alors, où est-ce qu'il est le vav, tu vois? Donc, autant, ça veut dire, ce qui veut dire, c'est autant tu peux dire que c'est pas écrit Bigdo parce qu'il n'y a pas de Jud, autant tu peux dire aussi c'est pas écrit Bogdo parce qu'il n'y a pas de vav. Tu vois, donc en fait, après ça, ce qui veut dire, c'est au niveau de l'écriture, ça. C'est quoi alors, Begdo? Parce que là, c'est plus tiré par les cheveux. Ce qui veut dire, en tous les cas, c'est. Un sens, c'est que. Ouais, mais peu importe, c'est l'un des deux qui a écrit ce que ça veut dire. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas dire que Rabbi Eliezer, il dit, ah voilà, je vois d'après la manière dont c'est écrit, et comme il n'y a pas de Yud, donc c'est sûr que c'est Bebogdo. Parce que, parce que s'il n'y a pas de Yud, il n'y a pas de Vav non plus. Donc, il te dit, tu vois, donc après, ça devient un choix personnel, si tu veux. C'est pas la manière dont c'est écrit, elle ne te pousse pas à lire plus d'une manière que de l'autre. C'est ça ce qu'il veut dire, ça se fait. À partir du moment. Parce que voilà, on a une autre manière. Parce que toi, tu dis, OK, le I doit être visible, mais on voit des fois des I invisibles. Le O aussi, il est visible et invisible. Des fois, il est avec un verbe, des fois, il est sans verbe. Donc, ici, comme il n'y a pas de verbe, tu devrais dire en fait que la lecture spontanée, c'est I, tu vois, ou autre chose, tu vois, comme tu dis. Mais en tous les cas, il n'y a pas l'un plus que l'autre. Ok, je comprends le point. Ça, c'est la première question de ta semaine. Ok, c'est un bon ça point. fragilise l'argument de Bedvido, en fait. Ça fragilise. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux contrer l'argument de dire, ah, il n'y a pas de Yud, donc ça ne se lit pas I, et ça se dit O, parce que tu dis, voilà, ben, si c'était O, ben, il n'y a pas de verbe. Des voyelles, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est pourquoi là. Voilà, puisqu'on Mais sait est-ce que ça fragilise un cas plutôt que l'autre ou on est juste dans le A50-50 à nouveau? Après, on est finalement après tu veux dire, en fait, maintenant, tu ne veux pas dire que l'écriture, elle te prouve d'un côté, tu vois. Ça veut dire que l'écriture, elle prouve. Parce que, tu vois, c'est ça ce que toi, tu veux dire. Rachid voulait dire que selon Rabbi Eliezer, l'écriture, elle va plus dans le sens de dire que c'est pas Bigdo, c'est Bogdo. Tu vois, c'est ce que Rachid, toute la base de Rachid était là. Parce que si c'était Bigdo, il devrait y avoir un Yud, parce que le I, c'est toujours un Yud. Et le Yud, il peut être visible ou invisible. Tu vois, il dit des fois, mais en tous les cas, normalement, il doit être visible. Ouais. Donc, comme ici, il n'y a pas de Yud, donc ça se lit Bebogdo. Attention, tu dis oui, mais en fait, des fois, ça veut dire la voyelle O aussi, on peut la rendre visible avec un Vav, elle n'y est pas. Donc, Rabbi Eliezer, il ne veut pas dire, la manière dont c'est écrit, c'est Bebogdo, tu vois, c'est ni l'un ni l'autre, en fait, c'est neutre, tu vois. Et après ça, à partir du moment où c'est neutre, donc ça veut dire, après ça, tu dois te baser sur la manière dont c'est lu, et qu'on sait que par tradition, que ça se lit Bevigdo, et puis c'est terminé. Donc, c'est Rabbi Akiva, il a raison, qu'on doit suivre la manière dont c'est lu, et ça parle d'un avis. Tu vois, donc c'est ça ce qu'il demande. C'est une question de bon sens. Tu vois, ça veut dire le haut aussi, on a une manière visible de le mettre, et elle n'y est pas. Tu vois, donc c'est pas, voilà, tu peux pas dire ah il n'y a pas de Yud, donc c'est pas I, et tu dire c'est O, parce que si c'était O, ben, c'est un Vav. Pourquoi il n'y a pas de Vav, tu vois. Tu vois, c'est ça la question. Ok. Veod. Gen rigilut le mirtav lo Yud velo Vav בתוך אותיות הפעולה. Ok. Voilà. Donc ok. Il y a une action en fait, c'est ça. Il y a pas de, c'est pas une habitude de l'écriture de rajouter des. Ici, tu vois, ici, Péoula, c'est pas vraiment l'action le problème. C'est que tu vois, c'est que ce qui veut dire, c'est comme ça, c'est qu'en hébreu, tu vois, la plupart des mots, comme c'est connu, ils ont une racine à 3 lettres, tu vois. La plupart des mots. Maintenant, en général, tu vois, quand on rajoute des voyelles, tu vois, des préfixes, des suffixes, c'est rarement dans la racine, tu vois. Une fois que tu es dans la racine, on ne change pas la racine, tu vois.
par exemple, je ne sais pas comment te dire, justement, par exemple, pourquoi Besham'o, tu vois, par exemple, ça ne s'écrit pas avec un Vav, par exemple, Shin Vav, même Ain Vav. C'est parce qu'en fait, comme la racine, c'est Shema, Shin, même Ain, Ah, ok. c'est rare, tu vois, on rajoute en général jamais aucune voyelle écrite, tu vois, au milieu de la racine. Si tu vois, on va te rajouter des voyelles, c'est souvent avant, tu vois, un Vav, un Yud, ce que tu veux, un He, ce que tu veux, ou après. Mais dans la racine, en général, c'est très rare qu'on rajoute une voyelle, tu vois, ça veut dire visible. Tu verras dans n'importe quoi, tu vois, c'est pour ça, c'est ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est qu'on ne voit pas en hébreu que d'une manière générale, on rajoute des voyelles ou tu vois, même des consonnes au milieu de la racine. Parce que ça briserait, tu vois, si tu veux, la pureté de la racine, tu vois, ça veut dire ça. Il dit que la racine, elle est toujours ensemble. Voilà, c'est ça. On essaye, 80% des cas, tu verras toujours que en hébreu, la racine, on essaye, tu vois, toujours, je ne sais pas, je donne un exemple, tu vois, tu vois, moi, je vois ici, je vois Groucha, parce qu'il y a un vav, parce qu'on a mis un, alors que c'est Garesh, tu vois, mais ok. Non, Shoresh. Ouais, mais ça veut dire que on va dire que voilà, que on essaye, ce qui veut dire, c'est qu'en tous les cas, c'est pas automatique, on va dire. Ça veut dire, c'est pas automatique et c'est même rare qu'on mette, en tous les cas, même, on va dire, un peu même dans la première syllabe de la racine, on va dire, pour faire tu vois, pour faire plus truc, c'est que même quand on rajoute des voyelles, c'est rarement dans la première syllabe de la racine. Ça veut dire, tu verras, Ochel, en général, tu vois, ça s'écrit sans le vav, tu vois. Maintenant, aussi en hébreu moderne, on s'écrit avec un vav, mais en hébreu ancien, tu verras Ochel, c'est écrit sans vav. Entre le Aleph et le Chaf et le Lamed, tu vois, je sais pas quoi d'autre. Tu vois, c'est vrai qu'en hébreu moderne, ça a complètement changé parce qu'ils ont voulu rendre visible tout, tu vois. Bien sûr, Isha, c'est toujours voilà, Isha, il n'y a pas de doute, tu vois. Isha, ça s'écrit Aleph, Shin, He, tu vois, il n'y a pas de doute. Parce qu'on ne veut pas mettre une voyelle, on veut pas mettre une voyelle visible dans la première syllabe de la racine, en général. Tu vois, ça, tu vas le trouver, mais tu ne le trouveras pas souvent. C'est pour ça, par exemple, même si tu veux, voilà, si tu veux regarder sur ma série Kiddushin, tu vois, là, ils ont mis un yud, tu vois, entre le couple et le truc, mais si tu regardes ailleurs, tu verras que, par exemple, tu vois, c'est marqué sans yud. Ça veut dire que normalement, la vraie écriture de ma série Kiddushin, c'est sans yud, tu vois, c'est appris, je ne sais pas où tu le trouves, mais bref, en tous les cas, Kiddushin, c'est un exemple, tu vois, c'est que chez nous, par exemple, quand tu regardes dans ma série Kiddushin, il y a marqué Kouf Yud, Dalet et non, mais en fait, si tu regardes en réalité, normalement, tu vois, ça veut dire, tu verras que c'est sans yud. Ça veut dire c'est une erreur d'écriture ou c'est un truc, tu vois, il y en a qui disent c'est un truc kabbalistique, pourquoi ils ont ajouté le yud dans la massacre de Kiddushin. Mais normalement, tu vois, Kiddushin, ça devrait s'écrire sans yud. Je pense qu'ailleurs, quand tu vas le voir, tu verras sans yud. Tu vois, si on faisait, tu vois, dans la massacre, si tu trouves, tu vois, Nathan la Kiddushin, tu verras, c'est sans yud. Bref, tu vois, ça veut dire que normalement, dans la première syllabe, on essaye de ne pas mettre une voyelle visible. Parce que tu vois, ça. Comme je dis, Ochel, c'est que normalement sans vav. C'est pas une règle à 100%, honnêtement. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en tout cas, tu ne peux rien en prouver, quoi. Ça veut dire la logique, normalement, ça serait qu'on garde dans le texte de la Torah, on ne va pas mettre une voyelle visible dans la première racine, dans la première. Dans la première syllabe de la racine ou même dans la racine elle-même. C'est pas le DR, tu vois. Donc, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, grosso modo, on ne peut rien prouver de ça. Ça veut dire. Cette question, elle est en continuation de la première. Elle dit, si toi, tu dis, il n'y a pas de yud, donc c'est I, il n'y a pas de yud, donc c'est pas I, c'est O. Elles disent, ouais, mais c'est O, ça devrait être un vav. Et puis, ça se dit, de toutes les manières, on n'écrit pas de voyelles dans la racine, en général, dans l'hébreu de la Torah. On ne rien à apprendre de ça. Voilà, point avant ça. Donc la question, elle revient de savoir qu'est-ce que ça veut dire que c'est du désert. On suit la manière dont c'est écrit, tu vois. En quoi la manière d'écrire, de c'est écrit, c'est la question principale. Ça vous montrerait de penser, ça pousserait à penser que ça parle d'une trahison plutôt que d'un avis, tu vois. C'est la vraie question. Et c'est pas ça, tu vois. Ok, venir à l'Efaresh. Ouais, vas-y. venir à l'Efaresh, Amikra, Vadaï Mashma Lachon, Prisat Talit. Ok. Kemo va-t-il passer où Bebekdo Dei Ilachom Gida Raoul Ikro Bebekdo. Mais Bogdo, tu vois, ça veut dire encore une fois, mais Bogdo. Ça veut dire, c'est un chier, il reprend l'argument Il reprend l'exemple de Joseph. Ouais, voilà, il reprend l'exemple de Joseph et surtout, il reste avec la théorie de Rachid. Ça veut dire, il revient sur l'histoire maintenant. Pourquoi la lecture, en fait, ça serait plus un habit? Il dit parce que la lecture dit venir la chaîne Mikra ou la chaîne Pritsat Talit. Ça veut dire,
Donc, venir les faire, je vais t'expliquer, chez Amikra, la manière dont c'est lu, Vadaï, c'est sûr, Mashma, la Shon Prisat Talit, c'est plus Mashma, c'est plus, ça fait plus sembler que c'est, on parle d'un habit, la Shon Prisat Talit, d'étendre un talit. Kemo va-t-il PC ou Bebigdo? Comme on voit, par exemple, dans l'histoire de Yosef, et il l'a pris par son habit. Donc, Bigdo, ça veut dire un habit, tu vois. Dit la Shon Begida, parce que si c'était en fait une trahison, Aya Alba Raoulikrot Bebogdo. Tu vois, on aurait dû dire dans ça, comme Achille avait dit avant, ça veut dire que c'était, tu vois, dans sa rébellion, dans sa trahison, que ça serait quelque chose de construit, tu vois, Bebogdo, pas Bebigdo. Donc, ça se fait, il reste sur ce qui avait été dit avant en ce qui concerne la lecture. Que la lecture, et ça, donc, il n'y a pas de nouveau. Ça se fait, il est d'accord avec Rashi que la raison pour laquelle la lecture, elle est plus habit que révolte, c'est parce que sinon, ça devrait être Bogdo. D'accord? Maintenant, là où il va rajouter, c'est comment comprendre maintenant Rabbi Eliezer, parce que c'est ça le problème. Pourquoi l'écriture, elle montre le contraire. Alors, c'est là où Tosfot, il va dire une autre explication qu'il n'y a pas dans Rashi. Je te laisse dire, Avala Massoret. Ça m'a réveillé grave. Hein. Alors, vas-y. Faut pas que je me perde. Ayalo Corée, Ayalo Lertov, Bigdo, Alia, Velo, Bigdo, Ba. Alea, Bigdo, Alea, Kevelo, Bigdo, Ba. C'est Lertov, Bigdo, Alea, c'est pour le dire le vêtement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, attention, donc il va dire, voilà, donc il va dire c'est une idée comme ça. Il dit que pourquoi la manière dont c'est écrit, ça parle plus en fait d'une trahison. C'est pas à cause de la manière dont le mot est écrit lui-même, c'est à cause de comment. Postposition après. Voilà, comment est-ce qu'il est construit dans la phrase. C'est-à-dire que dans la phrase du verset, il y a marqué Bebik Doba. Ça veut dire, si on prend le verset, dans Bebik Doba, dans son beged, en elle. Tu vois, ba, en elle. Si tu vas dans le verset. Alors que le vêtement, c'est Ritsoni, donc c'est sûr. Voilà, donc c'est une révolte en elle. Mais son habit, il n'est pas en elle, tu vois. On a dû dire son habit sur elle, tu vois. C'est clair, Sacha, ou moyen? Tu vois, c'est que dans le verset d'avant. C'est le contexte. En fait, là, ils sont en train de dire que c'est le contexte qui va déterminer. C'est pas vraiment le contexte, c'est surtout le mot, la préposition qui est après, tu vois. C'est que le verset dit Bebigdo ba, ça veut dire dans son habit sur elle, en elle. Alors si c'était son habit, ce serait sur elle, ce serait pas en elle. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit que dans la manière ça veut dire la préposition finale du pasouk, le dernier mot du pasouk, il est mis, ça semble plus que c'est en fait, tu vois, une trahison plutôt que un habit. Un habit. Voilà, si c'est un habit, ce serait sur elle. Bebigdo aléa. Il n'y a pas marqué Bebigdo aléa, il y a marqué Bebigdo ba. Ok. Donc tout ça, donc voilà, donc ça c'est encore une explication, tu vois, ça c'est une explication. Donc Rachid, ça soit tu restes pour l'instant comme Rachid, sauf qu'il rafistole un petit peu Rabbi Eliezer. Tu vois, comme je vous avais dit, Rachid avait dit une explication assez poétique sur Rabbi Eliezer, que le i en fait c'est un yud invisible et compagnie, etc. Donc soit il n'était pas tellement content avec tout ça, et il a dit que logiquement c'était pas yaya, et donc ok, donc il dit non, en fait la preuve de Rabbi Eliezer c'est parce que c'est à cause de la préposition qui suit. Ok, maintenant Rabbeinu Tam, lui il va donner une autre explication complètement, tu vois, il va avoir ok. Ok. Venir avec. Ok, non, je suis un peu. Oui, tu vois, c'est au milieu caché les Rabbeinu Tam. Au milieu caché les Rabbeinu Tam, d'en derech הגמרא להקדים דברי רבי עקיבא לדברי רבי אליעזר, שהיה רבו. Voilà, point. Donc ça, on l'a déjà vu. Je vais donner la question. Ça veut dire, Rabbi Akiva, ça le dérange, Rabbeinu Tam, ça le dérange. Tu vois, donc je traduis les mots. Rabbeinu Tam, en derech hagmara. C'est pas l'habitude de la Gemara, les hagdim de mettre à l'avance les vrais Rabbi Eliezer, les paroles de Rabbi Eliezer, les paroles de Rabbi Akiva, pardon, les divers Rabbi Eliezer, avant celles de Rabbi Eliezer, Shaya Rabo, qui était son maître. Tu vois. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça. Ah, ok. C'est ça, tu vois, mais ça revient à ça. L'agdim, c'est un exemple. Kodem, c'est le Shoresh, non? Ouais, d'accord, ok. Mais ok, l'agdim. Okay, non, mais c'est parce que c'est la forme verbale qui est comme ça, ok. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pour ça que je ne dis pas des preuves. Tu vois, il faudrait vraiment. Tu vois, on n'est pas des grammairiens, tu vois, pour vraiment voir qu'est-ce que ça se passe. C'est de dire un peu où là, il devait dire quelque chose qui signifie, ok. Ouais. Tu vois, si tu veux, ok. En tout cas, lui, ce qu'il veut dire, c'est que voilà, donc, lui, ça le dérange, donc voilà. Donc ok. L'écart. Nira li Rabbeinu Tam de Garcé, ok. Donc de la version, en fait. Ouais. Alors, en fait, il y a un problème dans la version. Kevan shepiresh talito alea, d'ivri Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva Omer, Kevan shepeged ba, Venicha, ça va bien. Ashta là-bas, chez d'ivri Rabbi Eliezer, Kodmim, d'ivri Rabbi Akiva, Shayet Almido.
Voilà. Ok. Donc Rabbi Notam dit qu'il faut inverser les noms dans la Braïta, grosso modo. Et maintenant, tu vois, donc ça veut dire grosso modo, cette inversion des noms, elle va obliger finalement, tu vois, à inverser aussi tout le raisonnement, puisque il faut se souvenir qu'on avait vu que dans les autres traités, on avait vu que c'était pas discutable de penser que Rabbi Eliezer, il dit qu'on va d'après l'écriture, et Rabbi Akiva, il dit donc qu'on va d'après la lecture. Et ça, on revient en contradiction avec Rashi. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, c'est-à-dire, on garde cette idée. Donc, l'idée, c'est qu'on va maintenant complètement inverser le raisonnement. Ça veut dire, Il faut maintenant, tu vois, comprendre autrement avec moi. ça veut dire que maintenant, on va devoir dire, en fait, Rabbi Akiva, il pense que on va d'après la lecture, on garde ça, mais ça va amener la conclusion que finalement, c'est un langage de révolte, tu vois, de trahison. Et Rabbi Eliezer, tu vois, que lui dit qu'on va d'après l'écriture, c'est lui qui va dire, en fait, que c'est un langage d'abus. Tu vois, donc ça va falloir tout inverser, tu vois, puisque lui dit qu'on inverse les noms, mais on ne peut pas inverser les avis de chacun, tu vois, puisqu'on avait prouvé d'autres traités que Rabbi Eliezer. Ah, donc lui, il dit qu'on peut inverser les noms. On n'inverse que les noms. Mais maintenant, tu inverses les noms, maintenant, tu es obligé d'inverser dans tout le raisonnement. Ça veut dire que maintenant, tu vas devoir dire, jusqu'à maintenant, tu avais gardé une équation. Si tu veux, c'est comme si tu avais une équation avec 3 étapes. Tu avais l'équation, on se dit comme ça, Rabbi Eliezer, il pense, on va d'après l'écriture. Rabbi Akiva, il pense, on va d'après la lecture. Et ça, c'est pas remis en question. Mais en fait, qu'est-ce qui sortait de ça? Tu vois, c'est-à-dire qu'on avait dit après ça que, ok, donc si tu vas d'après la lecture, tu dis en fait que de quoi on parle d'un avis. Et si tu dis tu vas d'après l'écriture, ça veut dire en fait, tu veux dire non, c'est une révolte. C'est comme ça qu'on a été jusqu'à maintenant, tu vois. Ça veut dire, ok, on peut pas, on a vu, Rachid a prouvé, etc., qu'on pouvait pas inverser qui pense quoi au niveau de est-ce qu'on suit la lecture ou l'écriture. Mais alors, ça veut dire, mais on peut quand même inverser les noms. Et maintenant, il suffit, tu vois, de changer le raisonnement, tu vois, de changer complètement. Et que là, l'écriture, et l'autre, ça veut dire que celui qui pense l'écriture, en fait, c'est lui qui va dire que c'est une révolte, ou tu vois, c'est une trahison. Celui qui dit lecture, celui qui dit lecture, c'est lui qui va dire, en fait, que c'est une révolte, je vois que c'est une trahison. Et celui qui dit écriture, c'est lui qui va dire que c'est un habit. Voilà, il faut tout inverser maintenant. Donc, ça se tu vas dire, ok, tu vois, alors, il va essayer d'inverser ça, tu vois, voilà, je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois. Alors, ok, ça va être difficile, j'imagine. Ouais, c'est bien, ouais. Ok. Aléa, Venicha, ok, je dis Rabbi Akiva. Ok, VAP, c'est comme. V'achi Pirusho, et ainsi l'explication. Ah, V'achi Pirusho. Rabbi Eliezer Sava Yesh El Masoret. C'est-à-dire, on garde ça, donc on va d'après la lecture. Donc ça ne change pas, comme Rachid avait prouvé des autres traités. Ok. Masoret, He, Ave Lashon, Beged. Ok, Talit. Maintenant, pourquoi l'écriture, ça serait maintenant un habit, contrairement à ce qu'on pensait avant? Il dit simplement parce que Mideloctiv Bogdo Bevav, parce qu'il n'y a pas marqué Bogdo avec un Vav, au Bigdo Beyoud. Tu vois? Ça veut dire, et lui veut dire que la lecture, ce qui veut dire comme ça, il veut dire a priori la lecture spontanée qu'on a, s'il n'y a pas de voyelle, c'est Bigdo. Comme on voit avec l'histoire de Yosef, tu vois. C'est-à-dire que, ça veut dire que lui, il veut dire le contraire. Il veut dire, si jamais il n'y a rien, lui, il veut dire que la lecture spontanée, en fait, c'est Bigdo. Tu vois, sans Yud, sans rien. Ça veut dire, si c'était Bogdo, que ça serait une rébellion. Ouais, tu vois, donc ça serait marqué avec un Vav. Tu vois, puisque Bogdo, normalement, la manière d'écrire O, c'est avec un Vav. Alors, il n'y a pas de Vav. Maintenant, il dit, alors, ok, tu vas dire maintenant, il n'y a pas de Yud, donc c'est pas Big Do non plus. Mais d'ici, parce qu'en fait, on voit par exemple dans Yosef que quand il prend son habit, il n'y a pas marqué de Yud. Donc ça veut dire qu'en fait, la manière, c'est contrairement à ce que Rachid disait, la manière spontanée de lire un mot quand il n'y a pas de voyelle, même s'il n'y a pas de Yud, c'est I, tu vois, et pas O. Donc c'est pour ça que Rabbi Notam dit en fait que si tu suis la manière dont c'est écrit, en fait, c'est écrit Big Do. Donc c'est pour ça que ça parle d'un habit. Parce que si ça voulait dire que ça parlait d'une révolte, en fait, ça serait Bevogdo, comme il dit Rashi. Mais le problème, c'est que si c'était Bevogdo, ça devrait être écrit avec un Vav. Ça veut dire la Torah, elle aurait dû écrire le Vav. Et comme elle n'a pas écrit le Vav, donc elle n'a rien marqué, tu me dis, ok, il n'y a pas de Yud non plus. C'est vrai, il n'y a pas de Yud non plus. Mais n'empêche que même sans Yud, la lecture spontanée, c'est I. La preuve, c'est que tu vois que dans l'histoire de Yosef avec Potiphar, quand elle enlève son habit, il y a marqué Batit Bessé ou Bigdo, et là-bas, il n'y a pas de Yud. Donc ça te montre qu'en fait, tu vois, si tu veux la lecture spontanée, c'est I, tu vois, comme ça. Tu vois, ok, c'est ce qu'il veut dire. Maintenant, il va vers la dernière explication qu'il va y avoir. Je pense que c'est la meilleure que tous, tu vois, et ça sera l'explication finale. Bon.
Ah bah oui, mais ça, tu vois, parce que jusqu'à maintenant, tout ça, moi aussi, je trouve ça tendancieux parce que je veux dire, regarde à quel point, tu vois, comment tu peux jouer comme ça, tu vas dire oui, comment, d'où tu sais, tu as les mêmes questions, tu vois, la question que Tosfot, il a quand même demandé sur Rachid, tu peux la demander sur lui-même aussi, tu vois, si c'était vraiment I, il devrait y avoir un Yud. Ah Ok, tu oui. dis, on trouve des exemples, il n'y a pas de Yud. Ah, Ok, voilà, mais on peut dire là-bas, ça. il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais, tu vois, ouais, ok, mais en tout cas, ça make sense. Ça veut dire, en tous les cas, ce que gagne Rabbi Notam avec ça, c'est qu'au moins, tu n'as plus de problème sur l'inverse. Tu vois, ça veut dire Rabbi Eliezer, il est d'abord, Rabbi Akiva, il est après. Et tu vois, c'est Rabbi Eliezer qui pense que c'est une histoire d'avis, c'est Rabbi Akiva qui pense que c'est une histoire tu vois, de trahison. Donc, on inverse tout. Et avec ça, on peut dire, voilà, Beged, ça veut dire la lecture spontanée, normalement, sans voyelle, c'est I. Tu vois, parce qu'on voit que d'autres exemples où le I n'est pas présent. Le I, il se lit sans Yud. Alors que le O, sans Vav, c'est moins présent, moins courant. Donc, c'est pour ça que lui veut dire lecture spontanée, c'est, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Donc, c'est un avis. Tu vois, ça, c'est la première chose qu'il veut dire. Ok, alors vas-y, elle continue, tu vois, ok. Ok, שלום בכנסת טעית, בדלו כתיב בבוגדו, או בביגדו ביוד, אף על, voilà. Enfin, Pardon. ce qu'il veut dire, parce qu'il veut dire que même s'il y avait un Yud, ça serait déjà pour lui, ça serait déjà un langage de rébellion, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Parce que lui veut dire carrément que dans la rébellion, il y aurait un Yud, il ferait partie de la racine, tu vois. Alors que si c'est un Nabi, la racine, c'est juste Beged, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Ah, ok. אף על גב, במשמעו, Il est Shom-O, tu vois, parce qu'il dit, voilà, on a un contre-exemple où Shom-O, c'est sans vav, le O, il est sans vav aussi. Ah, nous, Mishum délicat limité, c'est parce que là-bas, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, ça veut dire, tu vois, encore une fois, ce qu'il dit Tosfot, c'est vraiment pas prouvé, tu vois. C'est-à-dire, il donne des contre-exemples. On voit que Shom O, le O, il est donc aussi pas visible. Donc, il dit, voilà, tu vois, comme toi, tu as demandé sur Rachid, voilà, il est marqué Big Do sans Yud. Eh ben, la question à dire, c'est, tu vois, Shom O, si c'est sans Vav, tu vois. Donc, comment toi, tu veux dire que la lecture, tu vois, donc ça veut dire, pourquoi toi, tu me dis, ah, puisqu'il n'y a pas de Vav, donc la manière dont c'est écrit, c'est I. Non, tu peux trouver des O sans Vav. Alors il dit OK, il dit ouais, c'est parce que là-bas, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais si, comme il y a une ambiguïté, pour lever l'ambiguïté, on aurait dû mettre un vav. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Donc, du fait qu'il n'y a pas de vav, il n'y a rien, ça veut dire que la lecture spontanée, c'est I et c'est un habit. C'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois. Mais bon, c'est discutable. Tu vois, c'est une explication, à mon avis, c'est un peu bancal. Quoi. Pas bancal, mais c'est discutable. Tu vois, ça, je veux dire. Voilà. Puisque tu trouves des contre-exemples, tu vois. Mais bon, c'est ce que lui veut dire. Après ça, maintenant, l'histoire, c'est pourquoi Rabbi Akiva, il dit qu'on va d'après la lecture. Vas-y. שום דליקה, אוקיי, ורבי עקיבא סבר יש אם למקרא, היינו לשון פידה, די לשון בגד. Avaler les mémardis, la chaîne Beged, parce que si c'était un avis avaler les mémars, on aurait dû dire. Avaler les mémars, ça veut dire on aurait dû dire. Ok. בביגדו. En fait, c'est ça veut dire Begedo, Begedo. A priori, c'est avec un Sheva. Ça veut dire Begedo. Si c'était sa révolte, avec il veut dire ça serait Bevegdo. Tu vois, parce qu'il veut dire, j'ai mis Beged. Pardon, non, si c'était, pardon. Si c'était un avis, ça serait Begdo. Petite PC ou on devrait dire, tu vois, petite PC ou Begdo, ou bien Begdoba, Begdo. Parce que Beged, tu vois, à l'état construit, ça ne devrait pas donner, tu vois, Beged, ça devrait rester à l'état construit Begdo, tu vois, pas Bigdo. C'est ça ce que lui veut dire. Ça veut dire que ça serait un Sheva normalement. Ok. Tu vois, ça veut dire, et donc, il veut dire que du fait que c'est marqué, tu vois, ça veut dire des mikra, j'aime la mikra, donc la manière dont c'est lu, c'est bigdo, c'est un habit. Des beged, parce que si c'était, tu vois, si c'était, tu vois, 2 secondes. Non, mais bigdo, selon Rabbi Akiva, c'est la manière dont c'est lu, selon Rabbi Notam, donc ça veut dire, c'est la manière dont c'est lu, c'est une révolte. Parce que si, dans le mot, Rabbi Hashem la mikra, va nous la chaîne begidak, c'est une révolte. Dit beged, parce que si c'était un habit avec le mot begdo, ça veut dire, ça devrait rester avec un Sheva. Ok. Dis mi Beged, Yomar Begdo. Tu vois. C'est-à-dire de Beged, ça deviendrait Begdo. Pas Bigdo, Begdo. Kmo mi Neged, Negdo. Tu vois, Neged, ça devient Negdo. Donc ça veut dire il y aura une conservation du Sheva ou du Tseret. Il n'y aurait pas une transformation archaïque.
C'est ce qu'il veut dire. Tout ça, c'est farfelu à mon avis. Moi, je suis pas grammairien du tout, mais c'est ce que Tosfot il dit. Tu vois, mais moi, ça me paraît louche, mais bon. Comme je connais moins de grammaire que Tosfot, donc je fais pas ma bouche. Mais tu vois, c'est ce que Tosfot il veut dire en fait que ça veut dire si c'était beged, en fait, on devrait conserver le beged, le tséré ou le e quoi, la voyelle e, et pas la transformer en chirik. Parce qu'il dit, on voit par exemple neged, c'est-à-dire contre, ça devient negdo, ça devient pas nigdo. Tu vois, donc il dit beged, ça devrait rester begdo et pas bigdo. Ok. Tu vois, il dit dans un autre exemple, il donne khalav, il dit même le khalav que c'est du lait, ça devient khelbo. Donc ça devient, donc il dit même quand tu as une autre voyelle à la base, même quand tu as une autre voyelle à la base, la voyelle elle se transforme en e. Donc c'est à plus forte raison si jamais tu as déjà un e à la base dans la racine, que c'est le e, il devrait se conserver. Ok. Tu vois, donc c'est pour, donc voilà, donc alors, elle dit voilà, mais donc c'est pour ça qu'il dit que la mère on s'est lu big do, tu vois, donc ça veut dire, donc c'est ça, donc big do, ce serait une révolte, ce serait une révolte. C'est pour ça que la mère on s'est lu, c'est une révolte. Après dire voilà, mais dans l'histoire de Yosef on dit big do, et là encore une fois elle dit elle a dit c'est big do, et là on va dire big do selon Tosfot. Tu vois pourquoi est-ce qu'on dit spécial au big do et pas big do, tu vois? Alors, il est d'accord, il dit, et le vélo, va faire gaffe des petites fessiers au big do, vélo big do. Attends, les cas limités, là-bas, encore, il n'y a pas d'ambiguïté, donc c'est pour ça qu'on a décidé de lire big do, ce qui est bizarre, tu vois, mais bon. Tu vois, pourquoi on aurait choisi de lire big do plus que big do, si grammaticalement, big do, c'est plus vrai, je ne sais pas, tu vois. Parce que l'idée, c'est que tu peux lire les cas limités dans la manière d'écrire en disant on peut lire comme ça, on peut lire comme ça, mais si tu dis que grammaticalement, tu vois, c'est incorrect de lire big do parce que normalement le serré devrait se conserver à l'état construit. Alors pourquoi est-ce qu'on ne te fait pas une faute de français, tu vois, en disant big do alors qu'on devrait dire big do, tu vois? Tu vois, même s'il n'y a pas de quoi se tromper, tu vois, ok, c'est pas se tromper, c'est-à-dire, tu veux dire s'il y a une ambiguïté, mais si c'est pas une question d'ambiguïté, c'est que c'est une faute, tu vois, c'est ce que tu dis que la manière de le lire, normalement, c'est le mot beged, il devrait conserver sa voyelle et à l'état construit, donc ça devrait être bebegdo et pas bebigdo. Donc, ok, donc maintenant, pourquoi dans l'histoire de Yosef, on te dit, bah, tu te PC au bebigdo et pas bebegdo, tu vois. Tu vois, donc, bref, tu vois, c'est pas, c'est moyen, tout ça. Tu vois, okay, et mieux que on lit en fait dans Batit PCO Bebigdo. Là-bas, tout le monde lit qu'on dit Bebigdo. Vélo Bebigdo, c'est là-bas on lit Batit PCO Bebigdo, vélo Bebigdo. Tu vois, c'est pour ça, il faut que tu vois à chaque fois. Attends, limité. Là-bas, il n'y a pas de quoi se tromper, donc c'est pour ça qu'on dit Bigdo, bien que normalement, grammaticalement, ça aurait été plus correct de dire Bigdo. Ok. Tu vois, mais je vais partir. Donc ça, c'est la dernière explication qui est la plus, à mon avis, la plus convaincante, tu vois, et la plus simple. Et franchement, tu vois, je te demande pourquoi personne n'y a pensé, tu vois. Parce que vraiment, c'est vraiment l'explication la plus simple, la plus convaincante et qui marche le mieux, tu vois. Et donc ça, pour ça, il faut simplement, je ne vais pas faire d'introduction trop longue ni rien, simplement c'est qu'il faut revenir, tu vois, ça veut dire sur le verset, avec ce qu'on avait vu tout au début, avec Imra, tu vois, donc de reprendre, tu vois, la page 18 là, tu vois, Imra Bene Adonea, si elle est mauvaise aux yeux de son maître, Asher Lo Yehada, tu vois, Asher Lo Yehada, qu'on avait vu qu'il y avait une manière dont c'est écrit et une manière dont c'est lu, qui est évidente, tu vois, puisqu'elle a marqué Lo, c'est Lamed Vav, et elle a marqué, ça c'est la manière dont c'est lu, c'est la Massorette, et Lo, ça s'écrit Lamed Aleph. Et là, eh ben, tu vois, c'est tout à fait simple. Ça veut dire là, on comprend vraiment, tu vois, la marloquette, tu vois, d'une manière super évidente. Parce que ça veut dire ça veut dire, si tu lis en fait Ashialo Yehada, ça veut dire qu'il s'est marié avec elle. Donc, et après ça, VFDA, tu vois, parce que si on dit la traduction des mots, c'est simplement comme ça. On va traduire le pasouk, tu vois, mot à mot, en suivant la manière dont c'est lu et la manière dont c'est écrit. Tu vois, si tu dis, tu vois, Imra Bene Adonea, si elle est mauvaise aux yeux de son maître, tu vois, Asher Lo Yehada, ça veut dire l'eau, si tu le traduis, l'eau, la medvav, ça veut dire Asher Yehada, ça veut dire que pour lui-même, il se l'était destiné. Tu vois? Ça va par le mariage. Donc, ça veut dire qu'il s'est marié avec elle. Après ça, il n'a pas aimé après le mariage. Vehevda, ça veut dire après, il a libéré. Après ça, l'âme Nochiloim, on parle de Bigdo. Voilà, donc c'est clair que voilà, il s'est marié avec elle. Tu vois, Lo Yehada, il l'a gardé pour lui. Donc il se l'était, comment dire, destiné à lui-même. Et Lo, ça veut dire il l'a fait vraiment, tu vois. Et donc après ça, donc quand il dit après ça, Ra Bene Adonea, c'est après le mariage. Ça veut dire il s'est marié avec elle, il n'a pas aimé. Après ça, Vehevda, il a divorcé. Et après ça, on te dit, Amnochi lo yochal emocha, bevog doba, bebig doba, ce que tu veux, mais ça veut dire. Il va voir la pied.
Voilà, c'est ça. Par contre, si tu lis la manière dont c'est écrit, Lamed Aleph, c'est un C'est lo lo yada. yada. Ça veut dire, donc, il ne s'est pas marié avec elle. Le verset te Ah, dit, c'est qui est en esclavage. marié avec elle, lo yada. Et donc, après ça, il a libéré sans se marier C'est avec l'esclave, elle. non? Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'esclave. Il s'est pas marié avec elle. Parce L'esclave, que il n'a sur pas une voulu se marier. Il n'a pas voulu convertir le mari, il n'a pas voulu convertir l'esclavage. voilà, C'est et lo donc ça veut yada. dire, c'est clair qu'en fait, donc elle a été simplement été vendue en tant qu'esclave. Et à ce Ah moment-là, bah, bah, Bevik de base, ça veut dire qu'en fait, il a, tu vois, en fait, le Yem, la Soret, la Mikra, c'est pas sur le Big Do, mais c'est sur l'eau. Oh, exactement. Et c'est beaucoup plus simple, puisque là, on a clairement dans la Torah, tu vois, c'est dans le verset, dans le Chumash, c'est marqué lui-même qu'il y a une manière de lire, une manière d'écrire. Et tu vois, c'est pas obligé d'inventer une théorie avec I, O, est-ce que c'est écrit avec un I ou sans O, que tu vois, que Rachid a été obligé, tu vois, de vraiment d'aller chercher des trucs, et ça soit aussi des trucs, il y a des contre-exemples, c'est complètement, tu vois, super farfelu. Alors qu'en fait, tu vois, tu as une explication, tu vois, super simple dans le verset, tu vois, tranquille, tu vois, ça veut dire où on te dit, il y a une tradition, comment c'est écrit, il y a une tradition, comment c'est lu. Et si jamais en fait tu lis la tradition de comment c'est écrit, donc en fait ça veut dire le type qui s'est pas marié avec elle, et donc en fait elle a été que vendue en tant qu'esclave, puisque c'est marqué lo yada, c'est une négation, il n'a pas eu d'ioud, donc il n'y a pas eu de mariage, donc il n'y a eu qu'une vente en tant qu'esclave, et donc ça c'est ici la manière dont c'est écrit. Et si tu lis la manière dont c'est lu, il est marqué clairement que la tradition c'est de lire lo la medvav, donc c'est une tradition claire, tu vois, et donc ça veut dire qu'il y a oui eu un mariage. Et donc après ça, donc c'est sûr qu'il y a eu un divorce et que donc en fait, si jamais il y a un mariage, ce qui fait en fait maintenant que tu n'as plus le droit de la revendre, c'est parce qu'il y a eu un mariage. Donc tu vois, c'est super simple comme explication. Tu vois, c'est complètement, tu vois, c'est limpide. Tu vois, ça veut dire voilà, c'est tout. Tu vois, ça veut dire, J'avoue, hein. c'est clair, tu vois, qu'a priori, tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est le truc, c'est voilà, c'est tu vois, que Tosfot, tu vois, pourquoi Rachid n'a pas expliqué comme ça et que Tosfot, tu vois, tu vois, il a tout ça pour te donner ça. Tu vois, alors qu'en fait, voilà, ça a priori, c'est évident. Tu vois, je sais pas. Ouais. Tu vois, mais... ויש מפרשים דרטיב אשר לא ידע, avec un aleph, וכינן לא avec un vav. ok. יש אם למקרא, דהיינו, Rabbi Akiva, ça va, Hachem la Mikra. Donc ça veut dire, on lit, on a après le passage, comment est-ce qu'il est lu, donc des vav, puisqu'on a une tradition qu'il faut lire l'eau avec un vav. Donc il s'est marié avec elle. L'ashta megalé al bigdo, et ça nous explique que bigdo chez la chaîne beged. Ça veut dire que ça nous explique que le langage de beged là-bas c'est un habit, puisqu'il a fait la choupa. La chaîne pris sa talit, c'est ça, donc c'est ça ce qu'il a étendu son talit. Mais Rabbi Eliezer, ça va, et Rabbi Eliezer il pense. Hachem la masoret, ça veut dire on suit la manière dont c'est écrit, Uktiv l'eau, et c'est marqué l'eau avec un aleph, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas marié avec elle. L'eau yada, il ne s'est pas marié avec elle. Achetam égalé à Bebigdo, que c'est sûr, donc maintenant ça explique que le mot Beged qui est marqué par la suite, que c'est un lachon de Begida, ça veut dire qu'en fait il a trahi puisqu'il n'y a pas eu de mariage, et donc en fait ce qui serait interdit, c'est de revendre sa fille après qu'elle a été vendue en tant qu'esclave, après le mariage. Ah, donc ça c'est l'explication finale de Tosfot, tu vois, je me fâche. On a bien bossé aujourd'hui. Je vais vous lâcher. Je vais vous lâcher ici. C'est C'est grâce au feu de la Shekhinah de Valentin que moi je vois les malachim. Tu vois, c'est vous les malachim. C'est comme il y a marqué, tu vois, c'est qu'on raconte cette histoire là sur le Chafetz Chaim, il avait un Rav qui s'appelait Rav Nahumke. Whatever, tu vois. Je sais pas si vous avez sur YouTube, vous savez qu'il y avait des vidéos du Chafetz Chaim. Ça, c'est malin, tu vois. Ouais, bien sûr, on le voit défiler. Voilà, c'est ça, etc. Mais même jamais, tu vois, en tout cas, bref, en tout cas, le truc, c'est que le Rav, même s'il y a des vidéos d'Hafetz Chaim, il n'y a pas des vidéos de son Rav qui s'appelle Rav Nahumke. Il y a une histoire, tu vois, que le Hafetz Chaim, tu vois, quand il était petit, etc. Donc, Nahumke, il étudiait toujours, il s'est enfermé dans une salle, il étudiait. Et le Hafetz Chaim, quand il était petit, je ne sais pas quel âge il avait, je sais plus quel âge il avait, tu vois, il avait, je sais pas, 14 ans, 13, 14 ans, parce que Nahumke, il a toujours éduqué, tu vois, vraiment dans sa maison, etc. Toujours. Et donc, tu vois, il s'est caché sous la table, et tu vois, parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qui se passait quand Nahumke, il étudiait. Alors c'est une histoire vraie, hein, c'est une histoire qui est racontée que je pense, tu vois, ouais, parce que je raconte l'histoire, tu vois, et ça veut dire, alors, ok, donc quand on a Hunkel étudié, en fait, il y a des malachim qui descendaient, et il y avait du feu, il y a marqué, en fait, le Hafetz Chaim, il a senti qu'il y avait un feu qui descendait, et qu'il n'arrivait plus à respirer, et qu'il était en train de s'évanouir et qu'il ne pouvait plus respirer. Il a dit qu'il a eu du mal à survivre, tu vois, pendant l'heure ou deux où il était coincé là-bas, il n'arrivait plus à respirer, il était en train presque de mourir et tout ça. C'est ce que Rabbi Hunke s'est rendu compte qu'il était là, il est sorti, et le Hafetz Chaim, il est sorti. Alors, je sais pas, le Hafetz Chaim, je crois que, tu vois, ça veut dire, le Hafetz Chaim, il a raconté cette histoire, tu vois, je crois, à Israël Salanter,
Et tu vois, Rabbi Salanter, je sais pas que c'est sur Rabbi Salanter qui a dit, Rabbi Salanter a dit, lui, ça l'étonne pas du tout. Tu vois que quand Rabbi Nachum il étudiait, il y avait du feu qui descendait. Mais ce qui l'étonne, c'est que le Chafetz Chaim, il a été capable de sentir ce feu-là alors qu'il avait que 13 ans. Tu vois, c'est la même chose. Tu vois. Ben, moi, ça m'étonne pas qu'il y a du feu qui descend quand Valentin l'étudie à 3 heures du matin. Mais tu vois, le truc, c'est est-ce qu'on peut voir le feu, tu vois. Wow. Ah non, mais avec en tous les cas, pour cette mission de Nefesh, c'est un grand scout. On fait tous un Mahamad, franchement. Très merci Valentin. Merci à vous, Khazak à vous. On est que des Bessorot Tovot. Amen. Je sais pas. Donc en fait, si vous voulez, je sais pas. Donc peut-être la semaine prochaine. Maintenant, on est parti pour finir la Gemara. non, mais je vais faire pour la semaine prochaine. Non, parce que pour tous les autres Avouda de jeudi, j'ai cancel parce que c'était Tisha B'Av, mais en fait, nous, on sera pris. Pour nous, ça va être trop tôt. En fait, non, si on garde à cette heure-là, non, mais ça veut dire à l'heure de demain, si on fait à 10 heures, on sera bon. Tu vois, ça veut dire à 10 heures, le jeûne, il sera terminé pour nous, et pour toi, ça sera le matin, donc on pourra étudier. Normalement, ça veut dire, je veux dire, on peut garder. On peut garder jusqu'à. Ça veut dire jusqu'à nouvel ordre, quoi. Ça veut dire si jamais pendant le jeûne on se sent pas bien ou des trucs comme ça et qu'on voit qu'on n'est pas bien et que tu vois on est KO, donc ok, on cancel, mais c'est on va dire qu'on ça veut dire s'il n'y a pas de nouvelles, on garde la Havruta pour la semaine prochaine. Mais, tu vois, ça veut dire à 10 heures, quoi, 10 heures comme d'habitude, quoi, 10 heures, 10 heures et demie, tu vois. Je vous laisse tranquille. Moi, je regarde la vidéo là en vous écoutant. Parce qu'elle est constamment. Ils ont mis maintenant des couleurs dedans et tout ça, etc. Ils ont mis des machins. Tu vois tous les grégories, mais tu vois. Mais c'est tous des grands rabbinim, non voilà. Il y a une tira ou non, il y a quelque chose, non? Je ne sais plus quel est l'événement. Ouais, non, c'était un kinous de tous les rabbinim et tout ça, etc. Là, c'est comme Yerushalayim. C'est là, c'est comme. Ils voient tous c'est la première fois qu'ils voient une caméra, la plupart. C'est pour ça, c'est que tu vois, il y en a qui veulent pas regarder, il y en a qui font des coucous, il y a des rabbinim, tu vois, qui sont super réceptifs, il y a des rabbinim, tu vois, qui disent c'est quoi, et tu vois, il y en a qui sont super suspicieux. Il y a un moment, tu vois, tous les rabbinim qui sont tous ensemble et qui regardent, mais c'est quoi ça, tu vois, parce que c'est la première fois qu'ils voient une caméra. Tu vois. Où est-ce que c'était il est au The First World Congress, Knessia Gdola of the World Agudat Israel, the first major gathering for all the different sects of Klal Israel, which took place in Vienna on August 15th, 1923. Ah, mais c'est presque c'était le 100e anniversaire, là, dans 2 semaines. C'est vrai, j'avais pensé, c'est vrai, c'est lundi, une zone suit. C'était en Auguste? C'était maintenant? C'était quoi? Ouais, 15 août 1923. Ah. Ici, tous les rabbinim. Chief Rabbi Chaim Sechor de Rouménia, Rabbi Lee Prechner, membre du Business Committee of the Association Group, Rabbi Herman, Jacob Rosenheim, Sally Guggenheim, Chief Rabbi Lowenstein, Kirschbaum, Père Moutier de Warschau, the famous 90-year-old Rabbi Israel Meir HaKohen, le Radin. Oui, c'est Rabbi Israel Meir c'est Rabbi Chaim. Ah, voilà, also called Rabbi Chaim, after his great work in identifications of delegates may be incorrect. Wow. Incroyable de voir ce footage. Incroyable. Ouais, je fais des vidéos aussi de Rav Shlomo Zalman. Regarde quand il dit, tu vois, de rester en Amérique et de pas aller en Israël. C'est un truc du code Rabbi Salanter et tout ça. Il y a des vidéos. Il est tard pour toi, Valentin. Ok, je laisse tranquille. Merci beaucoup. Merci à vous. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Voilà. Quand tout aussi, un bon jeune si jamais. Bon jeune si on se passe pas. Voilà, non, c'est ça, normal. Merci de nous envoyer l'enregistrement. Ouais, mais ça prend du temps un petit peu. J'essaie de. Ok, pas de problème. Mais quand ça sera prêt, bien allez, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci Valentin. Shabbat shalom. Bye bye. Merci à vous. Bye.